Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour cet épisode 25 du devoir de tout dire et du droit de savoir avec Jean-Pierre Coq. Ce soir, nous allons parler notamment de la deuxième partie du dossier intitulé L'information médicale, la bioéthique, les études cliniques, une stratégie de développement au détriment des sciences de la vie. Donc, merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne avec derrière moi des ouvrages que vous connaissez pour la plupart. La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac et d'autres ouvrages du même auteur, Crime alimentaire organisé, La coupe est pleine, Complot mondial contre la santé, L'inquiétante histoire des vaccins de Marc Menant. À ma droite, notre ami feu Christine Coton, tous vaccinés, tous protégés, avec Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels et victime des vaccins Covid-19, fausse pandémie, vrai mensonge de Corinne Lalo et enquête sur un virus de Philippe Aymar. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mon invité. Je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau puisque je ne suis pas franc-maçon ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau hermétique que ce soit. Mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Et donc, je vous remercie d'être présent. À tout de suite. On relaye, on informe, on éveille. On lit leurs travaux, on écoute leurs interventions. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Nicolas et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cet avant-dernier épisode de la série du devoir de tout dire et du droit de savoir, épisode 25, où nous avons abordé à l'épisode précédent une partie de l'information médicale, la bioéthique, les études cliniques notamment. Et ce soir, nous allons poursuivre ce dossier, donc de 142 pages précisément. Nous sommes à la page 54 et donc je te laisse prendre le relais. C'est parti. Eh bien, je dirais comme d'habitude, la présentation de nos travaux de recherche dans le cadre du lancement d'alertes légales sont toujours présentés sous la protection de la loi dite Sapin 2, cette fameuse loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2007, donc cette fameuse loi Sapin 2, et qui a abouti en 2019 à la directive spécifique pour les lancements d'alerte, la directive de l'Union européenne 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019. Et c'est important puisque aujourd'hui, il n'y a plus de déni. Chacun a la possibilité de savoir qu'il y a un cadre légal, et il est important effectivement de ne plus se mettre la tête dans le sable. Alors sur cette partie-là, la fin, l'intitulé, c'est au départ Big Data, numérique de la santé, l'instrumentalisation du consentement. On parle beaucoup du consentement libre et éclairé. On va regarder comment les choses ont évolué et où est-ce qu'on en est arrivé. Et avant de commencer, j'ai envie de poser un cadre que vous retrouverez en page 90 et qui est, in fine, le domaine de la santé devient un écosystème en gestion dématérialisée et commerciale, où les projets visent à l'exploitation des données de santé de tout type et horizon, on parle d'inclusivité, dans un contexte de partenariat public-privé. L'ensemble étant piloté par l'intelligence artificielle et donc des algorithmes évolutifs sans limite dont le grand public aujourd'hui ne sait rien. Ce cadre-là pose véritablement le sujet de la big data, du numérique de la santé et comment l'instrumentalisation du consentement a été sur un temps donné réalisée.
Alors, pour commencer cette partie, bon, les différents types d'études cliniques ne vont pas être abordés, hein, parce qu'on est hors champ pour cette partie-là. Il y a un certain nombre de références, d'éléments que chacun pourra retrouver dans les dossiers santé. Euh, Tout de suite, qu'est-ce que c'est? En rappel rapide, hein, un essai clinique ou une étude clinique, ou encore un essai thérapeutique, c'est une étude scientifique réalisée en thérapeutique médicale humaine pour évaluer l'efficacité et la tolérance d'une méthode diagnostique et d'un traitement. Donc, si on prend le temps de regarder cette définition, elle est simple à comprendre. Et normalement, les choses sont faites aussi lorsqu'on fait des études cliniques dans un cadre de comité de lecture. Et il faut savoir qu'il y a un comité international des rédacteurs des revues médicales. On en parle beaucoup dans l'actualité, les gens suivent ça souvent avec voilà, des gens très, très influents dans le Sud, notamment à Marseille, qui en parlent. Et donc, ce fameux comité international des rédacteurs de revues médicales, l'acronyme c'est le CIRRM, en donne une définition suivante. Tout projet de recherche qui affecte de façon prospective des sujets humains à des groupes d'intervention et de comparaison afin d'étudier la relation de cause à effet entre un acte médical et l'évolution d'un état de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, la fiabilité des études repose sur des méthodes scientifiques rigoureuses. Normalement, d'un point de vue académique, c'est ça que ça signifie, qui sont éprouvées. Ça veut dire de longue date, les choses ont été fiabilisées, afin de limiter tous les biais, toutes les erreurs de collecte de données ou d'interprétation des résultats. Alors, bah, tout de suite, il y a un pavé dans la mare hein, que les gens connaissent immédiatement, hein, c'est l'affaire du Lancet. L'affaire du Lancet, on se rend compte que dans normalement une revue dite de référence, puisque dans les publications, les revues de référence, on a le Lancet, on a les Annales internationales de médecine, on a le British Medical Journal, on a le Journal of the American Medical Association, donc, et on a bien sûr effectivement le Lancet et le New England Journal of Medicine. En fait, ces 5 revues-là sont normalement pour les publications cliniques, il y a toujours un comité de lecture. Et quand on a l'affaire du Lancet, sur lequel je ne reviendrai pas, tout le monde aujourd'hui est censé la connaître, ben, on voit qu'il y a un souci sur ces revues qui, normalement, d'un point de vue académique, doivent éviter tous les biais et toutes les erreurs. Et donc, comme toi, j'ai une pensée sincère, profonde pour notre amie Christine Coton, avec laquelle Virginie et moi, en tant que lanceur d'alerte, nous avons beaucoup échangé. Et c'est vrai que rapidement en amont, elle nous a donné pas mal d'éléments, elle nous a transmis pas mal d'informations. Et je pense que, bon, à travers son livre, elle a posé effectivement tous les éléments et se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir des biais qui sont incommensurables et qui aboutissent malgré tout, si on n'en tient pas compte, à des mises en place qui ne devraient pas être. Donc ça, ce sont des éléments tout de suite sur lesquels on doit attirer l'attention de il y a un dysfonctionnement, une anomalie majeure, les choses ne fonctionnent plus comme avant et depuis un certain temps. Et aujourd'hui, tout le monde est confronté à ce type de situation. Donc ce scandale du Lancet, où on doit parler des bonnes pratiques, des sociétés savantes, tout ça effectivement dans un référentiel commun, bah, aujourd'hui, tout ça c'est à la trappe et c'est plus d'être dans le doute ou le scepticisme, ce sont des faits, ça dysfonctionne, c'est une anomalie. Et donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors, quand on avance effectivement là-dessus, et d'ailleurs, il y avait la petite anecdote d'une étude clinique où il y avait, je crois, près de 17 000, c'était 16 999, et en lien donc avec, je crois, l'hydroxychloroquine, qui a été retirée, alors que beaucoup de médecins ont cru, en fait, que cette étude était valide. Et effectivement, elle rentrait à charge par rapport à ceux qui disaient que ce type de traitement pouvait être bénéfique. Bah, l'étude, elle a été retirée. Hein. Donc, c'est encore un deuxième exemple qui démontre que même dans le corps médical, qui est formé depuis longtemps, y compris au milieu hospitalier, à la lecture des études cliniques, eh bien, même les professionnels de santé sont piégeables et ont été piégés. Donc, il faut garder toujours, globalement, toujours ça en tête. Alors, il y a pour les études cliniques un certain nombre de centres investigateurs. Bon, ce qu'il faut garder, c'est surtout qu'il existe en fait une
organisation qui a été mise en place par le système et qui s'est déclinée. Alors, on a le Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, qui a été créé en 2004 et qui a mis en place en 2007 un centre national de gestion des essais de produits de santé. Donc, vous voyez, il y a un conseil stratégique de l'industrie qui met en place un centre national en France en 2007 qui s'appelle le CEGEPS, Centre national des gestions d'essais de produits de santé. Et alors là, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? 49% des parts, puisqu'on est dans une structure où on ne reviendra pas dessus, même si on évoquera partenariat public-privé, GIP, GIE, on retrouve toujours ces éléments-là. Et bien, dans cette structure-là, 49% des parts sont détenues par le LEM. Au moment où les dossiers ont été réalisés, c'est-à-dire en 2021. Le LEM, je me permets de le rappeler, c'est les entreprises de médicaments, c'est le syndicat et l'association qui regroupent en France tous les laboratoires pharmaceutiques. Ailleurs, dans les pays anglo-saxons, on parle de Big Pharma, notamment aux États-Unis. En France, le référentiel, c'est les entreprises du médicament. C'est là où, en France, tous les laboratoires sont à l'intérieur. Donc, vous vous rendez compte qu'on voit tout de suite, on est dans un groupement d'intérêt public, un fameux GIP, c'est-à-dire c'est une structure de fonctionnement légère, avec des règles souples, qui peut être constituée de différents partenaires publics et en même temps de différents ou de plusieurs, un ou plusieurs organismes privés. Donc déjà, ce n'est pas neutre. Normalement, les études cliniques, elles sont faites de manière académique. En France, on avait toutes les structures pour pouvoir les faire et de manière indépendante. Dès qu'on rentre dans des partenariats publics-privés, on se rend compte que les choses ne peuvent pas être neutres pour l'intérêt général. Obligatoirement, il y a des glissements. Obligatoirement, il y a un ruissellement quelque part, et peut-être même plus. Et c'est vrai que Christine avait, à travers ses travaux de recherche, vraiment de manière très claire, identifié les choses dans ce cadre-là. Alors, on avance, et on se rend compte en France que le nombre d'essais cliniques en France, entre 1998 et 2002, en France, ça a reculé de 17%. Et au détriment de quoi? Au détriment d'une délocalisation, c'est-à-dire d'autres pays où les études cliniques sont réalisées et en même temps avec des réglementations qui diffèrent. Donc, il faut voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a une internationalisation, mais pour la France, ça aurait dû être fait en France avec des centres qui sont pilotés par la France. Mais en fait, les études cliniques en multicentrique sont dans des pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes réglementations, le même cadre législatif que ce qu'il peut avoir au niveau de la France. Donc là aussi, on voit qu'il y a un cadre un peu particulier sur lequel, en termes de stratégie et développement, ça peut, au-delà des pays émergents où il y a du développement recherche clinique, ça peut aussi apporter des difficultés ou des biais, ou en tout cas des choses sur lesquelles, effectivement, on pourrait et on doit aujourd'hui, et ça a été fait par le passé, regarder de manière extrêmement précise. Parmi les structures de recherche clinique en France, pour dire, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a les hôpitaux, on a les INSERM, les Instituts nationaux de santé et de recherche médicale, on a des centres hospitalo-universitaires, on a aussi des CRO, donc des contrats de recherche organisation. En fait, Christine avait un CRO, c'est-à-dire une structure externalisée qui travaillait effectivement sur les études cliniques et qui permettait de recueillir les données, aller voir les investigateurs et mettre tout ça, en fait, gérer la data pour que cette data en données médicales puisse être utilisée. Mais il faut savoir que donc en France, au-delà d'indépendants comme pouvait l'être Christine, il existe une association française pour les fameux CRO, c'est-à-dire ces organisations de recherche clinique qui sont sous contrat, en fait, qui sont des indépendants. Il y a une association française qui s'appelle l'AFPROS, qui est née en 2002. C'est l'association française des fameux CRO. Et ça compte 90 entreprises qui adhèrent, et ça représente à peu près en France, à l'époque, lorsque c'est né en 2002 et sur les années d'après, pratiquement 70% de l'activité des prestations sous-traitées en France des études cliniques. Donc, vous voyez, il y a des indépendants, il y a une association qui regroupe ça au niveau des indépendants dans la recherche clinique. Et puis, quand on avance, il y a aussi une fédération européenne des fameux CRO, l'organisation de recherche clinique, qui s'appelle l'EUROF,
EUROF. Et elle a été fondée en 2005 aux Pays-Bas. Et donc, le ROF, on retrouve des CRO de la Belgique, donc des centres qui gèrent la data et les études cliniques. On en retrouve en France, c'est l'ACROS. On retrouve en République tchèque, c'est l'ACRO CZ. On la retrouve en Grèce, on la retrouve en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni, donc bref, en Slovaquie, en Suède, au Portugal, en Autriche. Donc, il existe 326 entités juridiques dans 18 pays membres. Ça fait à peu près 300 CRO différents. Donc, si on se résume, qu'est-ce qu'on voit? On a la France, on fait les études cliniques pour savoir si effectivement les médicaments, si on prend que les médicaments, pour faire simple, peuvent arriver sur les études, sur les AMM, donc les autorisations de marché, de mise sur le marché. Bien sûr qu'il peut y avoir des centres délocalisés, mais ces centres délocalisés, en fait, des fois, c'est des réglementations différentes. Et au-delà des indépendants en France, il y a une structure associative pour les CRO en France, il y a une structure européenne et il existe aussi aux États-Unis comme au Japon des structures pour les études cliniques. Donc, vous voyez, on a tout de suite quelque chose qui devient pas difficile à gérer, mais qui ouvre des portes qui ne permettent pas toujours de s'assurer que les choses sont faites en temps et en heure. Alors, je ne remets pas en cause le bien fondé et la légitimité des méthodologies, mais quand on regarde effectivement comment les choses sont structurées, on voit qu'il y a quand même des différences d'un pays à l'autre. Et quand il y a des différences d'un pays à l'autre, nous, on regarde la France. Ce qui nous importe, c'est la réglementation française. Et c'est de savoir si pour la France, un médicament donné répond de manière précise à tout ce qui importe en termes de réglementation et de bonnes pratiques, aussi pour la France. Et du coup, ça pose quand même pas mal de questions. Et quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il existe des organisations mondiales de recherche contractuelle, de recherche clinique, donc ces fameuses CRO, d'accord, qui ont un service complet. Alors, on a trouvé une qui s'appelle le Synterac. Alors, vous retrouverez ça en page 58, il y a de la référence. Et dans ce Synterac, donc c'est une organisation mondiale, il y a des experts de leaders d'opinion. On trouve des gens importants, ce qu'on appelle des avocats de renom, qui peuvent dire la bonne parole parce qu'ils ont un CV long comme le bras, des expériences longues comme le bras, et donc, a priori, si on les écoute, on doit pouvoir les croire. Sauf que dans le domaine médical, et notamment en recherche clinique, l'important, c'est les faits, et l'important, c'est la méthodologie et les bonnes pratiques. Donc, c'est très bien d'avoir des avocats, mais en même temps, il faut regarder si les faits, et surtout si on refait les études cliniques, on aboutit au même résultat, et s'il n'y a pas de biais. Donc, bref, le contexte, il est comme ça. Et Synterac, cette structure, organisation mondiale de recherche contractuelle, d'accord, on a trouvé aussi que le 28 octobre 2020, il y a une société qui s'appelle Syneos Health, donc santé, qui annonce un accord pour l'acquisition de Synterac. Donc, cette organisation mondiale, en fait, elle est captée, elle est captée comme on peut, elle est absorbée, on va dire. Et donc, vous trouvez une société qui acquiert une organisation mondiale qui fait de la recherche clinique. Et donc, dans cette organisation mondiale, il y a plein d'éléments. On retrouve plein d'unités et plein d'éléments qui participent et qui contribuent à la recherche clinique. Et donc, Syneo, c'est une organisation de solutions biopharmaceutiques entièrement intégrée, comprenant une organisation de recherche sous contrat, donc des CRO, et une organisation commerciale sous contrat, un CCO, spécialement conçu pour accélérer les performances des clients afin de répondre aux réalités modernes du marché. Des pratiques commerciales avancées sont appliquées pour accélérer la fourniture aux clients de thérapeutiques importantes pour les patients. Alors, si on se détend, on regarde globalement ce qu'il en est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout de suite, on est en lien avec répondre à un cahier des charges des clients, satisfaire le client, et on est dans une dimension commerciale. Donc là, on est loin, en fait, d'un bénéfice de l'intérêt général qui permettrait de s'assurer que ça profite aux patients français, voire même aux patients, on va dire, mondiaux. On est tout de suite dans des structures mixtes, publiques, privées, qui sont captées, où la réalité commerciale
et les exigences de satisfaction des clients, donc les clients privés, sont d'entrée absorbés et font partie peut-être des contraintes, mais des objectifs intrinsèques. On n'est plus dans de la neutralité, on n'est plus dans de l'objectivité d'évaluation, on n'est plus vraiment dans des choses dont on peut s'assurer que tout est fait en temps et en heure dès qu'il y a ces éléments-là qui apparaissent. En tout cas, il est légitime de pouvoir s'interroger. Aujourd'hui, le 24 juin 2026, où on réalise cette conférence, beaucoup ou certains ne vont pas le découvrir. L'adversaire, on va dire, l'adversaire, il connaît tout ça. Le système, il connaît tout ça. L'important, c'est chacun d'entre nous, et c'est surtout ce type d'information, entre autres, que le système ne veut pas que les gens aient et comprennent. Parce qu'effectivement, ça crée du doute, du scepticisme, de la méfiance, voire de la défiance, mais elle peut être légitime. Quand on regarde les éléments structuraux, la façon dont les choses se sont mises en place progressivement, et toutes les organisations et le lien partenariat privé, parce qu'on est toujours sur des GIE, des GIP, donc du partenariat public-privé, sur lequel, on le sait, il y a obligatoirement un cahier des charges et des contraintes. Le public, c'est destiné à ne pas faire de profit, c'est l'intérêt général. Le privé, le monde commercial, la clé et l'objectif principal, c'est la rentabilité et les profits. Donc on a vraiment deux objectifs qui peuvent peut-être coïncider, mais dans le domaine de la santé, c'est un peu, comme je le disais antérieurement, la fusion ou l'association de la carpe et du lapin. Là, il y a quelque chose, effectivement, qu'il faut connaître et sur lequel chacun doit pouvoir dire, bon, peut-être qu'on peut faire autrement, en tout cas, que ça ne soit pas aussi prenant ou aussi scellé de manière claire. Mais ça, je laisserai chacun pouvoir réfléchir. En tout cas, avec ces éléments-là, chaque individu, au fur et à mesure, et pas que nous, hein, tous ceux qui s'expriment, ont la possibilité d'avoir enfin une grille de lecture et se faire une propre opinion. Donc, il est de plus en plus facile aujourd'hui d'entendre des sons de cloche et des informations et des arguments qui ne tiennent pas la route, même de gens qu'on a mis sur un piédestal et qu'on a idolâtrés, euh, au profit de personnes qu'on ne connaît pas, qui font des vrais travaux et qui se battent pour effectivement les partager et dont, je dirais même l'état de subsistance, je dirais presque de survivance, devient compliqué. Donc, en fait, dans le système, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Et dès qu'on commence à donner de l'information, tout de suite, ça devient très compliqué pour travailler. Ça devient très compliqué, effectivement, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il faut vraiment garder ça dans la grille de lecture. Parce que lorsqu'on parle et qu'on n'a pas de problème de fin de mois, on peut le mettre. Et ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, mais on peut le mettre en parallèle avec toutes les personnes qui se sont depuis des années exprimées, qui ont disparu et pas de façon toujours très très claire, ou d'autres qui vous disent ouais, c'est compliqué de partager l'information. C'est compliqué aussi, à un moment donné, de continuer à remplir le frigo, de travailler, etc. Et ça doit attirer l'attention des personnes. Donc, on avance par rapport à ça. Et ces délocalisations dans les pays émergents, ces contrats et ces objectifs d'acteurs publics-privés, tout ça pour accélérer la mise sur le marché, le fait que les études cliniques disent tout va bien, et on peut arriver effectivement sur des produits de santé à les commercialiser, donc à pouvoir faire du profit. Tout ça aujourd'hui doit pouvoir effectivement mettre la puce à l'oreille à chacun. Alors, il y a un épisode, on va aller très vite, hein, Big Data, gestion des données médicales, ayez confiance. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ayez confiance, vous ne pouvez pas comprendre, le monde est trop complexe, laissez-nous faire. On sait exactement ce qu'il en est. Chacun a une grille de lecture et de compréhension qui devient très, très simple par rapport à ça. Donc, je ne reviendrai pas sur la création de la sécurité sociale et toute la cascade, on en a beaucoup parlé, mais effectivement, c'est intéressant, si on a un doute, de revenir à l'épisode 1 en santé, donc là on est en 25, donc ça doit être le 22, sur lequel tous ces éléments qui sont liés à la dérive, une mise en place avec des bonnes intentions, mais en fait rien ne fonctionne au fur et à mesure et jusqu'à maintenant, en ce qui concerne l'intérêt général et la finalité initiale de la sécurité sociale et la façon dont c'est géré, tout ça a été déjà vu précédemment et antérieurement. Donc, bah oui, retour à la data. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, et là on est en page 62, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, depuis la création du système de sécurité sociale, et peut-être même avant,
La France a dans le monde si ce n'est le seul système institutionnel d'une organisation de sécurité sociale destinée aux gens, aux travailleurs, aux cotisants et à leurs familles, qui, depuis sa création, est en flux permanent de gestion et d'alimentation de la data. Une alimentation continue d'informations de santé de partout, des établissements de santé, des instituts de recherche, des professionnels de santé, les médecins, enfin tout, dès qu'il y a une prescription, médecins, pharmaciens, voire des travailleurs cotisants. C'est un flux de data depuis des décennies qui ne s'est jamais arrêté. Et on comprend tout de suite, à un moment donné, qu'il faut que ça soit piloté par des algorithmes, et au-delà des algorithmes, par une intelligence artificielle. Si on veut en expurger et en sortir, alors on va rester sur de la bonne intention, des choses qui sont utiles à l'intérêt général. Aujourd'hui, dans une grille de lecture, le questionnement de est-ce que ça marche? Est-ce que véritablement tout ça permet effectivement à ce qu'en termes de santé, ça fonctionne bien, à chacun d'aller y regarder. Et donc, il n'y a pas d'équivalent. En France, pour la France, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Je ne suis pas sûr que les gens que chaque individu français ait cette notion-là. On aspire ces données depuis des décennies et vraiment, on comprend pourquoi en France, c'est compliqué par rapport à la culture que l'on a, par rapport à la tradition que l'on a, par rapport à l'intention qui était super bonne de dire on fait un système solidaire, tout le monde nous a envié, mais ce système solidaire qui permettait effectivement d'aider tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les gens en difficulté, les handicaps, les anciens, peut-être que intrinsèquement, l'autre fonction, c'était la mise en place et l'aspiration de la data à visée de traitement numérique, algorithmique et de l'intelligence artificielle pour d'autres objectifs. Et aujourd'hui, quand on voit les partenariats publics-privés, on voit bien que c'est la carpe et le lapin. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps de digérer l'information parce que ça secoue, en fait. Ça secoue. Et ce n'est pas que simplement une histoire de doute et de scepticisme. Là, dans le cadre qui est le nôtre avec Virginie, on est sur des faits. Tous les éléments sont documentés et sourcés, et ça, c'est le cadre légal de la loi Sapin 2, de la directive, je ne reviendrai pas. Et donc, les dispositions et les réformes institutionnelles, législatives, juridiques et éthiques, économiques et sociales sont fortement corrélées à un développement exponentiel des données personnelles de santé, y compris dans le domaine de la recherche clinique et des études médicales. Les choses ne sont pas déconnectées. On n'aspire pas que de la data médicale, on aspire toute la data. Et donc, en ce qui concerne la confidentialité des gens, on voit bien, y compris d'ailleurs maintenant tout le monde a connaissance des réseaux sociaux, etc. On aspire l'intégralité le plus possible des éléments dont chaque individu devrait préserver de manière, et dont il est détenteur, devrait préserver, je dirais, bec et ongle. Donc, ouais, il est légitime et nécessaire de s'y intéresser d'extrêmement près. Et puis, à un moment donné, et je vais aller assez vite, il y a eu l'open bar, l'ouverture des données médicales. Et l'ouverture des données médicales, en fait, dans le plan Juppé, l'ordonnance du 24 avril 1996, c'est la carte vitale. Alors, la carte vitale, il y a eu la carte vitale 1, il y a eu la carte vitale 2, donc ça déjà, hop, on aspire les données, c'est immédiat. La loi du 13 août 2004 sur la réforme de l'assurance maladie, c'est la loi Douste-Blazy, ça va rappeler quelqu'un, enfin ça rappelle quelqu'un aux Français. On crée le DMP, le dossier médical personnel. Je rappelle que au départ, la confidentialité médicale, elle est garantie, elle est absolue, et c'était du papier. Donc effectivement, quand c'est des dossiers papier, voire des dossiers informatisés, mais qui ne sortent pas avec la carte vitale, eh bien c'est aspiré. C'est aspiré, et donc il n'y a plus de confidentialité dès le départ. C'est mis entre les mains d'une structure qui vous dit faites-nous confiance, ok, mais au bout du compte, on se rend compte que ces données-là, maintenant on le sait, elles sont toutes parties ailleurs, en Europe et ailleurs. Donc, la carte vitale, c'est le cheval de Troie. Le dossier médical personnel, c'en est un autre. Il y a un lancement de la carte vitale 2 avec encore plus de données. Donc, c'est l'évolution 2. Donc, carte vitale 1, on aspire une certaine catégorie de data. Et puis, carte vitale 2, on en prend encore plus. Donc, voilà. Et puis, après, on arrive sur la loi Bertrand du 29 décembre 2011. Et là, on est carrément, on met en place une base de données administratives et scientifiques consultables sur le site du ministère de la Santé. Donc, vous voyez la dérive.
c'est plus simplement dans le cadre, on va dire, du médecin ou de l'hôpital, et ça reste circonscrit. Là, d'entrée, on est sur une organisation externe, on va dire la Sécu, et on est dans un cadre administratif sur des bases, on va dire, scientifiques, du ministère de la Santé. On est carrément sur l'institutionnel. Donc, on n'est plus, tout ça a échappé, en fait. Et la loi Touraine du 26 janvier 2016, dite loi de modernisation du système de santé. On n'arrête pas avec Virginie, et particulièrement moi, de dire les mots ont un sens. Les mots ont un sens. On vous dit on va moderniser, c'est trop complexe, il faut simplifier. Il y a toujours un objectif sous le tapis, il y a toujours un objectif derrière. Et quand on regarde, et il n'y a qu'à le voir au niveau administratif, simplifier, ça veut dire supprimer, abroger, et bien souvent, ça veut dire aussi multicouche. Donc, on est arrivé au niveau administratif où il y avait de plus en plus de couches, il faut payer de plus en plus de gens, et vous voyez, on n'est plus dans la simplification, c'est autre chose qui se joue. Et dans le domaine de la santé, c'est des éléments qui sont importants. Et donc, la carte vitale 1, une certaine catégorie de données. La carte vitale 2, encore plus de données. Le DMP, le dossier médical personnel. Et puis après, on arrive avec la loi Touraine du 26 janvier 2016, donc cette fameuse loi de modernisation du système de santé. Eh ben, on relance le dossier médical personnel qui devient un dossier médical partagé. Alors, je vais te poser la question. Est-ce qu'on voit quand même que quelque chose qui doit être censé confidentiel entre un patient et son médecin, qu'il soit en ville ou à l'hôpital, ça rentre à un organisme de sécurité sociale, ça dispatche au niveau de l'institutionnel, et ce fameux dossier médical qui vous dit qu'il est personnel, maintenant il est partagé. Est-ce qu'on pense vraiment que on préserve la confidentialité des données? Tout ce qu'on voit ces derniers temps, en plus, c'est de dire que le système ne peut pas être sécurisé puisqu'il y a du hacking en permanence, et pas simplement dans le domaine médical, mais bancaire, quelles que soient les entreprises, en fait, administratifs, institutionnels, dans tous les domaines. Donc, on sait qu'on ne peut pas, d'un point de vue euh, 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 protection numérique, on ne peut pas garantir la confidentialité des données. Donc, c'est autrement qu'il faut faire. Et à l'ancienne, la tradition, ça fonctionnait bien. Quand c'était papier, ou même quand c'était dans une tour non connectée avec l'Internet, et que c'était géré par un professionnel de santé qui connaissait l'histoire du patient, etc., si on reste sur la santé, bah là, c'était sécurisé. Et ça fait bien, bien des années que ça ne l'est plus. Donc, dès qu'on entend confidentialité, médicale, des données, etc. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça n'existe plus depuis très, très, très longtemps. Et il faut savoir que le Code de la sécurité sociale, avec la loi du 13 août 2004, a créé un article, c'est le L 161-36-1 du Code de sécurité sociale. Bon, je passe les détails. Ça instaure carrément, donc on est dans le Code de sécurité sociale qui instaure par la loi le dossier médical personnel, et effectivement, après, voilà, ça dérive. Et il y a eu énormément d'abrogations. Ce code de sécurité sociale, il a été abrogé, ça a été supprimé, ça a été remanié. Le code de santé publique, il a été, pareil, modifié en permanence. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, à travers les travaux de recherche, que ce fameux DMP, dossier médical personnel, eh ben, il s'inscrit maintenant dans un dossier médical personnel et un dossier pharmaceutique. Alors, on s'arrête encore un peu. Dossier médical personnel qui devient, et c'est pas facile à faire passer, à visée partagée, donc il y a un intermédiaire, mais ça fait longtemps que le flux de données a été dispatché. Eh bien, on se rend compte que là maintenant, on le raccorde à un dossier pharmaceutique. Donc on n'est plus dans la relation patient-médecin, on est dans la relation patient-pharmacien. Mais c'est dans la loi, c'est dans le code de santé publique, pardon. Donc, vous voyez comment, sur un temps, ces remaniements, ces abrogations, voilà. Et je le redis et je le redirai. Le système ne veut pas que vous ayez ce type d'information et que vous le compreniez, que vous ayez une grille de lecture. Parce que, obligatoirement, la vision du monde, elle change. Ce que chaque individu rencontre, ça se modifie. Alors bon, voilà, j'ai posé tout de suite une question, mais pourquoi ce dossier médical personnel qui s'inscrit dans le code de la sécurité sociale, il a disparu du code de la sécurité sociale et il est passé au code de santé publique? Ah ben, posez-leur la question à ceux qui ont des choses à dire, et qui effectivement disent
la bonne parole, qui n'est plus vraiment une parole juste dans certains éléments. En tout cas, on commence à se rendre compte. Donc, il y a différentes informations qui sont exposées, hein. Dans ces éléments-là, qu'est-ce que ça veut dire, l'open bar? Ça veut dire qu'il y a l'ouverture automatique d'un espace numérique de santé pour chaque personne. Ça veut dire qu'il y a une création automatique d'un dossier médical partagé, automatique, on ne vous demande pas votre avis. Et après, pour arriver effectivement à faire en sorte, alors que les données ont été aspirées et créées, que ça disparaisse, elles sont parties, les données. Elles ne peuvent plus disparaître. Vous pouvez dire, je ne veux plus que mes données soient externalisées. Elles l'ont déjà été toutes faites. Donc, vous voyez, il y a ces éléments-là qui sont très clairs à comprendre. Et donc, l'exercice d'opposition d'une ouverture d'un espace personnel numérique de santé, il apparaît toujours comme étant a posteriori. Avant, on ne pouvait pas fermer la porte en disant ben non, je ne veux pas, et puis ben point. C'est toujours après, vous pouvez dire ah ben non, je ne veux pas, je ne veux plus. Mais ça a déjà été fait. Et donc, il y a une gestion administrative qui est faite par la Caisse nationale d'assurance maladie. Et puis, il y a des hébergeurs et des hébergeurs de données de santé à caractère personnel, quand on crée le DMP, qui ne sont pas des hébergeurs sécurisés. Ce pas des hébergeurs, on vous dit que c'est sécurisé, mais ce sont des hébergeurs qui sont pas contraints, qui sont pas tenus, sur lequel effectivement on pourrait s'assurer que est-ce qu'on leur donne, est-ce qu'on doit leur donner, qu'est-ce qu'ils en font quand on est dans le domaine d'un hébergeur qui n'est plus public, mais qui est quasi privé, ou qui a une jonction entre les deux, parce que le partenariat public-privé, ça permet de créer une interface, en fait. Donc, d'un côté, on va dire, bah non, il est public. Puis d'un autre côté, quand ça coince, on va dire, bah non, on est privé, vous ne pouvez pas aller y voir. Et donc, au bout du compte, ça permet toutes les possibilités. Et donc, on est devenu à nouveau on est déjà depuis longtemps dans une société numérique qui est ouverte. Et là, c'est la loi numéro 2016-1321 du 7 octobre 2016. 2016, hein. On prend après, effectivement, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui fait on va développer les startups, le numérique, tous les choses, tout a été préparé avant, hein, tout a été fait. La fameuse loi donc 2007 du 7 octobre, celle que je viens d'énoncer, c'est la loi pour une république numérique. Et on vous dit, en tout cas, on a envie de nous faire avaler ça, la loi pour une république numérique qui est destinée à préparer la France aux enjeux de la transition numérique et de l'économie de demain. Je ne suis pas sûr que les gens, c'est ça qu'ils veulent, en fait. Nous, on veut que nos données sont sécurisées. Après, on peut toujours discuter, mais est-ce que nos données sont sécurisées? La réponse aujourd'hui, chacun peut l'avoir de manière claire. Et cette grille de lecture, on ne veut pas que vous l'ayez. Donc, la fiabilité de tout ça, la protection des droits des gens, le fait que ça puisse être fiable, non hacké, etc. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, bref. Et alors, c'est intéressant parce que on avait regardé, j'ai vu par la suite, sur le site du ministère de l'économie, des finances et de la relance, au moment où on a réalisé les dossiers. Moi, je suis en page 67. En fait, dans ce contexte-là, on est président Hollande, Premier ministre Manuel Valls, Najat Vallaud-Belkacem, qui est à l'Éducation nationale, enseignement supérieur et la recherche, Michel Sapin, qui est ministre de l'économie et des finances, Marisol Touraine aux affaires sociales santé. Intéressant. Axel Lemaire, c'est une dame, secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation. Vous ne pensez pas que ça nécessiterait autre chose qu'être un secrétaire d'État? Et c'est intéressant de regarder les différences entre ministre, secrétaire d'État, secrétaire délégué. Tout ça n'est pas neutre, hein. C'est probablement la réglementation, la juridiction, ou en tout cas, si jamais on a à se plaindre, et ça crée en même temps comment on appelle ça, des fusibles. Voilà, vous voyez, par rapport à ce qui est au-dessus. Dans cette période-là, Bernard Cazeneuve est à l'intérieur et El Khomri est au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle, au diacole social. Alors on avance, mais sur le site officiel du ministère de l'économie et des finances et de la relance, dans ces périodes-là, hein, donc on est toujours effectivement loi pour une république numérique en 2016, eh bien, le site énonce quoi? La loi désormais promulguée répond pleinement à la triple ambition de liberté, d'égalité et de fraternité, qui est la devise républicaine. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Libérer l'innovation, créer un cadre de confiance, construire une république numérique ouverte et inclusive. Alors, les mots, ils ont
il y a vraiment du sens par rapport à ça. Hein. C'est pas la même chose quand on parle, vous voyez, quand on parle de république ouverte, déjà, il faut commencer à cligner des yeux et des oreilles. Ouverte, c'est à pas confondre avec une république ouverte sur le numérique. Ça veut dire que le numérique intéresse, ça nous intéresse si on est républicain, et donc on a envie d'y regarder. Il faut vraisemblablement peut-être faire des choses, on a envie d'y regarder. Une république ouverte sur le numérique, c'est pas la même chose, d'accord, que construire une république ouverte et inclusive. Vous voyez, république ouverte sur le numérique, république numérique ouverte. Je fais juste une petite pause hein, Oui, pour c'est important de le préciser. Ah bah oui, le sens des mots, c'est pas la même Oui, chose. parce Hein. que République numérique, ça veut dire que c'est déjà de facto inscrit. Alors que quand c'est ouvert sur le numérique, c'est que c'est pas encore inscrit, mais que ça envisage la démarche. Et là, Alors, c'est ça intéresse. On est ouvert, on a une démarche d'ouverture. Le bien numérique sûr. peut être intéressant. Bah, un individu, une structure, une nation, un État, bah, il va regarder le numérique. Oui, c'est intéressant. Regardons ce qu'on peut faire ensemble. Ça s'appelle une république ouverte, donc qui s'intéresse à l'élément numérique, lié au numérique. Mais une république numérique ouverte, c'est une république numérique qui est ouverte, c'est l'open bar. C'est pas la même chose en fait. On n'est plus dans un intérêt. On regarde plus. D'un côté, on prend ou on prend pas quand on est une république ouverte sur le numérique. Quand on est une république numérique ouverte, c'est fait et c'est les données, elles partent et elles sont utilisées pour des choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas décidé d'accorder en fait. Et vous voyez l'idée toujours. Je reprends big data et numérique de la santé, l'instrumentalisation du consentement. Je reviens sur le titre hein, parce que c'est un élément important. Et ça, je le redis et je le redirai, on ne veut pas que les gens sachent ça, comprennent ça, comment ça s'est mis en place, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que de temps en temps, on peut trouver dans des chats des gens qui la gna 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 gna, alors qu'en fait, la majorité des personnes bah, le comprennent bien, s'intéressent. Et donc, il faut mettre de côté, je mets un guillemet, hein, tous ces parasites qui souvent peuvent être quand même très, très systémiques. Hein. Les gens normaux, ils ont besoin de l'information, ils savent la digérer, ils savent l'appréhender et avoir une grille de lecture. En France, aujourd'hui, on a travaillé sur la France, la grille de lecture, elle est beaucoup plus importante en mise en place que ce qu'on croit. Donc quand on nous dit oh, il y a peu de gens qui non 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 non, oublions pas le référendum à 55% du temps de Sarkozy, on a dit non non, nous l'Union européenne on veut pas. Ça date, hein, ça commence à dater. Donc qu'on ne nous fasse pas croire que les gens, quand on leur demande leur avis, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne comprennent pas. Par contre, le pendant de ça, c'est qu'on ne tient pas compte des personnes. Donc, vous voyez, vous avez un pilote fou dans l'avion, et nous, on est les passagers de l'avion, on ne sait pas où on va, et on ne sait pas qui pilote, mais on n'a pas le contrôle. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ouverte à ne pas confondre. Une population pour laquelle on aurait créé un cadre de confiance. Hein, créer un cadre de confiance. Bon, moi, je ne fais pas de commentaires sur ça. Une population libre de formuler son choix au préalable. Bon, pareil, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Donc, vous voyez, il faut vraiment, les choses prennent de temps pour arriver à les comprendre. Mais en ce qui concerne la représentation de gens qui n'ont pas de mandat, à qui on n'a pas accordé de mandat et qui veulent nous expliquer, parce que ça fait des années qu'ils travaillent dessus, que c'est la bonne façon, tout dépend de la manière dont on va regarder. Et là, avec les dossiers, l'idée, c'est de regarder quelque chose qui semble nous apparaître complexe. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments. Oui, ça s'est mis sur un temps long, mais qui sont, si on prend le temps, simples à comprendre. Donc on avance par rapport à cela. Et on voit que les traitements algorithmiques, pour arriver à l'intelligence artificielle, sont vraiment très très présents. Hein. Il y a un article à un moment donné, bon, qui est
Bref, je vais donner les éléments. Une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut quand même avoir l'information, mais est-ce qu'on a le temps de la prendre, l'information? Il y en a tellement. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. Vous vous rendez compte? S'il en fait la demande. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on ne sait pas ce qui se passe, mais on nous dit non, non, ayez confiance. Hein. Mais par contre, pour faire la demande. Faut que le citoyen fasse le boulot du système et fasse la démarche pour des trucs qui devraient, en principe et naturellement, lui revenir, quoi. Ben, disons que là, on est quand, enfin, je ne me trompe pas, hein, on est dans le code des relations entre le public et l'administration, et ces conditions d'application de cet article-là, qui est l'article L 311-3-1, sous réserve de l'application du deuxième article L 311-5, vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment fait pour nous dissuader d'aller y regarder, mais nous, on a été voir. On a été voir et on l'a fait et on partage. Et merci Nicolas pour que les gens puissent avoir cette information-là, parce que bien sûr, si vous ne cherchez pas, vous ne pouvez pas la trouver. Il y a quelque chose d'important. Surtout, vous n'en avez pas fait la demande. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez écouter l'émission. Eh bien, ces conditions d'application là, de cet article-là, c'est fixé par un décret du Conseil d'État quand même. Hein. C'est pas neutre. Hein, si vous en faites la demande. Donc, c'est l'open data, c'est les données ouvertes. Et les données ouvertes, si vous voulez, ça s'inscrit dans quoi? Alors, on avance par rapport à ça, parce que là, du coup, ça devient, comment dire, vous voyez, quand on a un titre qui est Préparer la France aux enjeux de la transition numérique et de l'économie de demain, hein, c'est pas neutre. On nous prépare, mais à l'insu de notre plein gré, hein, à ce vers quoi on s'en va. Et on y est déjà, hein, ça a été mis en place. Donc on y est déjà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette mise en place orchestrée, planifiée, préméditée, qui a abouti à ce qu'on a aujourd'hui? D'accord? On est le 19 novembre 2018, donc on avance. On nous annonce un déploiement d'un plan stratégique que peu de gens connaissent, sauf les institutionnels et ceux, effectivement, qui ne veulent pas qu'on le sache. Ma santé 2022. Aux manettes, hein, ministre de la Solidarité et de la Santé, c'est Agnès Buzyn. Hein. Alors là, waouh, c'est on vous dit effectivement qu'il va falloir renouer le lien. Ouais, alors, il y a 10 chantiers sur le numérique. On est en 2018. Toutes les mesures pour encourager les outils numériques performants au service de tous. Hein. C'est mis en place. Ma santé 2022, il y a un lien, vous pouvez regarder. Agnès Buzyn. Bon, elle est partie à l'OMS, mais Agnès Buzyn. 10 chantiers, donc des usines à gaz, des mesures pour encourager les outils numériques performants au service de tous. Au service de tous, vous êtes sûr? Si on nous demande, il y a plein d'entre nous qui diraient non, nous, on n'en veut pas. Mais sauf que c'est mis en place sans qu'on nous demande vraiment notre avis, puisqu'il faut en faire la demande. Et il faut être informé au préalable. Même si l'information, elle est donnée, elle passe à la trappe, elle est invisibilisée. Et la prochaine étape, là, annoncée en 2018 dans ce Ma Santé 2022, le dépôt du futur projet de loi qui viendra traduire les engagements pris par le président de la République et la ministre pour renouer un lien fort entre les Français et leur système de santé. Ah, oui, à nouveau, il faut s'arrêter. Hein. Renouer. Prochaine étape, hein, on dit c'est presque un objectif. Hein. Ils veulent, avec ça, renouer un lien fort entre les Français et leur système de santé. Enfin, leur. C'est plus à nous. Hein. Ça fait longtemps. Vous vous rendez compte? Renouer un lien, qu'est-ce que c'est que renouer un lien? Alors, langage des oiseaux, peut-être Virginie dirait ça. Renouer un lien, ça ressemble à une chaîne. Hein. Vous savez, renouer un lien, c'est-à-dire, en fait, il faut renforcer. Vous avez enlevé vos chaînes, on va vous en remettre. Et on va renouer le lien. Vous savez, c'est une appellation, ça a l'air bien comme ça, mais on renoue, on refait un nœud, d'accord, entre les Français et le système de santé. Ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper, quoi. Et vous voyez qu'au départ, quand je posais toujours sur les 3 dossiers santé au départ, santé publique, bien commun, nanomédecine, la servitude érigée en raison d'État. Le titre, il dit tout ce qu'il y a à dire en fait.
Et on y est. C'est encore une illustration et un exemple. Donc, oui, les mots ont leur importance, c'est important. Et donc, du coup, je vais encore faire peur aux gens. J'espère pas, hein. C'est l'information, il ne faut pas avoir peur. La peur n'exclut pas le danger. Et la France, les Français sont en plein danger depuis longtemps. Donc, c'est important d'avoir cette grille de lecture, cette information-là. En 2019, en fait, il y a une loi, alors je le dis toujours, hein, numéro 2019-774 du 24 juillet 2019, relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ça a été adopté par le Sénat le 16 juillet 2019. Ben, cette loi, elle met en place et elle crée un Health Data Hub. Un Health Data Hub. En fait, un Health Data Hub, c'est quoi? C'est un espace numérique santé, a priori pour chaque patient, mais c'est un nœud, un endroit, un lieu, en fait, où tout peut s'implémenter, s'agréger, toutes les infos peuvent aller, et après elles repartent de différentes façons, dans différentes structures. Voilà, c'est ça, un data hub, globalement, c'est des choses sur lesquelles, c'est des connexions, en fait, au niveau informatique. Mais là, c'est la connexion, un nœud, un endroit où se connectent et se collectent les données de santé. Eh bien, ça met en place en 2019. La loi, elle promet et elle crée un Health Data Hub. Donc, avec toujours le côté c'est bien pour nous. Et c'est un GIP, hein. C'est un groupement d'intérêt public. Donc, on a une plateforme de données santé. C'est dans le code de santé publique, plateforme de données santé, une plateforme. Parce que nous, on a vraiment envie que nos données soient sur une plateforme de santé. Et ce GIP, comme je l'avais cité, le Centre national de gestion des essais de produits de santé, bah, un GIP, dans cet exemple-là que je viens de citer, là, public-privé, 49% des parts, c'est les entreprises de médicaments, c'est du privé. Donc, vous voyez, on a une plateforme de données, mais en même temps, dans cette structure-là, qui est une structure, on va dire, mixte public-privé, bah, le privé, il a des parts. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc, et tout ça sous couvert d'une gestion administrative, mais on n'oublie pas la gestion industrielle et la gestion commerciale. Et ça, en termes de santé, d'une certaine façon, ça ne va pas. Eh ben, on nous parle de développer l'ambition numérique de santé, mais la grande difficulté, c'est que le code de santé publique, ben, il est modifié en permanence. En permanence. Le code de santé publique est sans cesse modifié, soit par ordonnance, soit par décret, et surtout avant une loi qui elle-même peut modifier les articles des différents codes, dont le code de santé publique. Donc, voyez les choses. On met en place et puis après, ça se tricote. On enlève, on supprime, on connecte. Et les codes de santé publique, codes de santé de sécurité sociale, tous les codes qui régissent et qui réglementent, qui font de la norme, de la standardisation et qui aboutissent à des lois, tout ça est modifié en permanence. C'est pour ça que quand on l'avait vu lors d'un épisode précédent, quand on regarde en fait comment c'est fichu une loi, on regarde l'initiale, on regarde les différentes versions, ça modifie ça de tel code, de ceci, c'est juste, c'est juste une épouvante. Et on nous dit c'est pour simplifier. Hein. C'est pas ça l'objectif, c'est pas simplifier. C'est d'arriver à justifier, à sortir ce que j'appelle des parapluies, à défaut de parachutes, sur tous les trucs où on nous a pas demandé notre avis initialement, voire même si on donne notre avis, il n'est pas respecté, c'est toujours éventuellement a posteriori, mais les données, la gestion, elle est mise en place. Et puis derrière, il faut regarder, parce que j'en parlerai pas beaucoup, mais il peut y avoir des contraintes, des sanctions, des choses sur lesquelles, voyez, ce qu'on appelle des sanctions en fait. Donc tout ça est tricoté, détricoté. Et quand on met ça à distance, en fait, il faut revenir aux basiques, il faut revenir à des choses qui étaient moins tricotées, détricotées, modifiées. Et oui, il faut remonter dans le temps, parce que c'était beaucoup plus simple, et faire le ménage. Parce que, bon, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit avec Virginie, 16 janvier 1947. Voilà, regardez ça en tête, et personne ne va encore en parler par rapport à ça, Vincent Auriol. Mais la clé, elle est là. La Ve République, elle peut, elle doit et elle est non licite et elle doit être mise en nullité. Et ça, vu tous les avocats qu'on a en France, c'est même très, très étonnant. Les gens qui sont aux manettes, les institutionnels, ils savent tout ça.
On n'a pas créé toutes les structures comme l'ENA et d'autres. On n'a pas cette intelligence en France, ces structures historiques qui ont été déviées, remaniées, transformées, absorbées, captées. En France, on a toutes les compétences, les intelligences. C'est ça qui embête d'ailleurs. C'est que le français, il est libre, il a son intelligence libre, il est inventif, il est innovant, mais en fait, pas de bras, pas de chocolat. Et on veut nous faire passer pour ce que l'on n'est pas, c'est-à-dire des moujons, des moutons. Et ça, c'est insupportable d'entendre ça, parce que nous ne sommes pas ça. On est un petit pays, mais un grand pays. Et quand on voit exactement quelle est la grandeur de la France, ceux qui parlent de la grandeur de la France avec cette grille de lecture qu'on vous propose, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est pas ceux qu'on entend et qu'on met sur un piédestal. Et parmi les idoles, il y en a plein, 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 qui sont pris aussi les pieds dans le tapis et sur lesquels on peut aussi leur poser des questions et les mettre de côté. Alors, vous voyez, ma santé, continue, hein. Ma santé 2022. Voilà. Il y a une annonce, on crée par la loi un data hub en santé, et puis il y a à un moment donné, en 2020, le Ségur de la santé. Tout ça, ça se poursuit, hein. Là, c'est un plan d'investissement au niveau des régions, au niveau de la France, qui est lancé par Jean Castex. Voilà, c'est Jean Castex, et qui est ministre, et Olivier Véran, qui est ministre des Solidarités et de la Santé, dont l'objet est d'accentuer les réformes du système actuel de santé. Il faut bien comprendre l'accentuation. Et quand on regarde, en fait, quand on compare l'hôpital, le numérique sur une période de 4 ans, des données, eh bien, on constate que le numérique, c'est 80% des investissements comparé à ce qu'on doit faire à l'hôpital pour les gens en termes de santé, de prise en charge du patient. 80%, c'est le numérique. Et l'enveloppe prévue, c'est 19 milliards d'euros. C'est échelonné sur 10 ans, sur différents projets. Mais bon, quand c'est 80% le numérique sur des périodes de 4 ans, on peut quand même se poser la question. Donc, la démarche, c'est pourquoi si peu de concertation avec la population générale pour un investissement colossal? C'est le Ségur de la santé. Donc, vous pourrez regarder ce qu'il en est pour le Ségur de la santé. Et c'est un impact important parce qu'il est question des hôpitaux, il est question des salaires des personnels soignants, il est question de la qualité des soins, il est question de la prise en charge des patients, des outils, on va dire, technologiques de gestion des données médicales au sens large. Donc, c'est pas rien, toutes ces histoires de mise en place quand on parle comme ça d'un Ségur de la santé. Vous pouvez regarder la comtesse de Ségur, vous pouvez regarder. Toi qui es littéraire, elle a écrit quoi, la comtesse de Ségur? Et, non, mais là, vous voyez, là, tout de suite, ça fait mal. On voit qu'il y a des choses à gratter. Et les mots qui sont utilisés, les titres qui sont utilisés, jamais ils sont neutres. Soit c'est une inversion systématique, soit ça fait une référence à quelque chose qui ne nous fait pas du bien dans l'intérêt général, mais en attendant, ça avance. Et ça, cette grille de lecture sur les mots qui ont un sens, sur les définitions consensuelles, de quoi on parle. Et en fait, le système nous montre depuis toujours, je le dis là, il y a 3 choses qu'il faut garder. Le système, c'est toujours l'inversion. C'est pour votre bien. Ben non. Faites-moi confiance. Ben non. C'est toujours comme ça. Voilà. Et ça, je pense que depuis qu'on en parle et d'autres en parlent, ça commence à venir, mais il faut inscrire ça dans les esprits. Le système, il fait toujours les choses à l'envers. Donc, quand il dit quelque chose, c'est l'inverse qu'il faut comprendre. La deuxième chose, pour ceux qui s'intéressent aux lois naturelles et autres, je vais le dire comme ça, je vais mettre des guillemets, mais on pourra les enlever. Le pas gentil, il est obligé de dire. Je vais dire ça comme ça. Le pas gentil, il est obligé de dire ce qu'il fait. C'est comme ça, c'est une loi naturelle. Il peut pas, alors il le dit, il le dit. Et ils le disent, en fait. Ils nous disent ce qu'ils font et que ce n'est pas pour notre intérêt général puisqu'ils sont dans l'inversion. Donc, c'est pas compliqué de comprendre que, un, c'est une inversion. Deux, ils sont obligés de dire les choses. D'accord? Dans un système de je ne suis pas gentil, et puis il y a un gentil, on va dire le bien et le mal. Le mal est obligé de dire ce qu'il fait. C'est comme ça. Et la troisième chose qui est importante, c'est un seul scénario. C'est une répétition. Ce n'est pas inventif. Il n'y a pas de créativité par rapport à ça. Le système négatif, il fait toujours la même chose. C'est pour ça qu'on peut, ce qu'on appelle des patterns, des reproductions de quelque chose qui revient, c'est toujours la même chose. En fait, on peut voir qu'il y a une seule façon de procéder. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. C'est toujours la même chose. La seule nuance qu'il faut comprendre,
c'est que ça s'adapte à la période. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. On est au Moyen-Âge, on ne l'a pas. Hein. Mais au Moyen-Âge, ils faisaient de l'inversion, ils étaient obligés de dire, et ils avaient toujours un seul scénario, mais adapté à la période. Une fois que dans la grille de lecture, vous gardez systématiquement, et si vous entendez en dehors de nous, Virginie, quelqu'un vous dire systématiquement l'inversion, ça, on l'entend. OK. Systématiquement, le négatif est obligé de dire ce qu'il fait. Donc, on a l'information, on la cherche, on la trouve. C'est ce qu'on a fait, nous. Troisième chose, un seul scénario, toujours reproductible, une seule pattern, adapté au monde contemporain. Si vous entendez quelqu'un vous dire ces trois choses de manière claire et audible et précise, sachez d'où ça vient. D'accord? Parce que ici, vous l'entendez. Et le dernier élément, quand on voit l'impact qui est important, c'est la dette, en fait. Parce que, on l'avait évoqué, l'absurdité en 73 de dire on emprunte sur les marchés, on bat plus de la monnaie. Valéry Giscard d'Estaing a été Premier ministre, il devient président. Pourquoi il n'abroge pas ça, qui est une absurdité en termes de gestion économique et financière? 73. Et depuis tout le temps, il n'y a personne qui est revenu là-dessus. La dette s'est aggravée. La grille de lecture doit être mise en place. Une fois vous savez, quand on monte, hein, un escalier, c'est marche après marche. Mais si on veut monter, si on veut s'élever dans la compréhension, si on veut arriver à avoir une meilleure lecture de ce qu'il en est, un meilleur contexte, être capable d'agir et non pas de réagir par rapport à ce qui nous est proposé, on continue à monter, on ne redescend pas. Donc, une fois que ça, c'est inscrit, on ne revient pas en arrière. Les éléments qu'on vous met à disposition, ils sont sourcés, ils sont documentés, on n'arrête pas de le dire. Je suis désolé, hein, des faits qui sont sourcés, documentés, que tout le monde peut vérifier pour aboutir à la même chose, qui sont dans le cadre exprimé, comme que je l'ai dit, de loi SAPA 2, la directive des lancements d'alerte, qui est un cadre très, 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 très contraignant. Très, très, très contraignant. Eh bien, c'est la réalité, qu'on le veuille ou non, et cette réalité, c'est la vérité. Ça veut dire qu'on n'est pas dans « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'y crois pas ». On n'est pas là-dedans. On est dans des faits de réalité. On n'est pas dans de la croyance, on n'est pas dans « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Après, la pilule est durable, mais c'est la réalité. Je parle beaucoup. Est-ce que tu veux intervenir peut-être sur quelque chose? J'écoute attentivement. Non, c'est très intéressant. Et puis, c'est clair, c'est limpide. De toute façon, on a été dépossédé de tout. Donc, Ok. puis même la question numérique, ce qui est assez ironique dans l'histoire, c'est que les dossiers là remontent à 2021-2022. On a beau être en 2026. J'allais dire, on est même au-delà de l'écrit. C'est-à-dire que là, on parle du numérique, mais maintenant on parle de l'identité numérique, de l'intelligence artificielle. Maintenant, ça devient même, dans le cadre de la présidentielle, un pilier dans le programme politique. Donc, la santé a été reléguée loin derrière. On parle de santé quand ça arrange les politiques, mais voilà, là, ce que j'ai sous les yeux, le numérique de la santé, Ma Santé 2022, bah, ils ont bien Ouais, avancé, hein, leur ouais. pion. On va y aller, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, je vais Oui, essayer que ça ne soit pas trop lourd, oui, mais voilà, je donne ces éléments-là. Mais je te remercie, c'est important par rapport à ça. Là, globalement, je vais aller un petit peu plus vite. Je pense que les idées majeures ont été mis en place. Donc, le plan Ma Santé 2022, ça a été mis en place et prévisionné, et la communication a été faite en 2020, c'est Agnès Buzyn, et il y a la mise en place, en fait, d'une feuille de route du numérique. C'est un dossier de 48 pages en 2020, et chacun pourra s'en faire une opinion si effectivement on regarde qu'est-ce que c'est que cette feuille de route du numérique de santé. Mais comme tu l'as dit, c'est déjà obsolète. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit et qu'il faut noter? Dans un premier temps, on a une intégration des services socle numérique. Dans un deuxième temps, on a on amorce le partage vertueux des données. Franchement, le partage vertueux des données, c'est mort de rire. Et donc, il y a une plateforme, il y a tous ces éléments-là. On intègre dans un domaine de service, donc ça se vend, ça s'achète, c'est public-privé, peu importe, quelque chose qui est un socle. Un socle, c'est vraiment le mot est important. Intégration, service, socle, tout ça pour de la data. Premier temps. Deuxième temps, amorcer. Donc une amorce en d'autres termes, c'est militaire. Hein.
hein, une amorce, quand on veut, il faut avoir une amorce pour qu'il y ait l'explosif derrière, une séquence qui. Donc là, ça renvoie aussi médical, militaire, le même vocabulaire. On a toujours l'occasion d'en revenir, mais Virginie, on a beaucoup parlé. Et là, quand on met amorcer, c'est l'amorce dans le sens, on est bien sur du militaire. Donc on est bien sur de la préméditation, de la planification et de la militarisation. Et sur la militarisation, on commence à en entendre, mais préméditation, planification, militarisation, en tout cas, on vous l'aura dit. Eh bien, partage vertueux des données, chacun y pensera ce qu'il veut. Eh bien, il est notifié dans ces éléments-là qu'il y a des mesures incitatives, allez-y, 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 mais il y a des mesures coercitives. Il y a des mesures coercitives, c'est ce que tu as mis là. C'est fou, hein? Il y a un article de Code de santé publique qui semble poser un problème au moment où ça a été mis en place. Donc, globalement, on va dire en 2020, hein, parce que après, ça s'est poursuivi voilà, en 2022. Mais le dossier, la feuille de route numérique, et là, c'est la feuille de route numérique, c'est 2020, dossier de 48 pages. Eh bien, il y a un lien avec l'article, un article de loi là, que donc 1110-4 du Code de santé publique, qui semble poser un problème à ce moment-là, parce que ça spécifie que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et donc du secret des informations la concernant. Oh ben ouais, ok, super. Et ça, c'était la base, il ne fallait pas changer, il ne fallait pas que ça disparaisse, ça. Eh bien, cet article, il a été modifié parce qu'il posait problème. Vous vous rendez compte quand même de la gravité de ce qui se passe et que les gens ne savent pas? C'est quand même terrible. Ben, cet article, il a été modifié par une loi 2021, en 2021, hein, 1017 du 2 août 2021, c'est l'article 14. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des mesures coercitives. Il est intéressant de noter qu'on passe, dans un premier temps, un article de loi qui fait référence à une opposabilité. Donc, voilà. Et dans un deuxième temps, en fait, on passe à une loi organisation et transformation du système de santé, une loi d'accélération, simplification de l'action publique. En fait, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a? On a obligation de partager les données. Donc, on vous dit d'un côté ce qu'il faut comprendre pour résumer. Oui, si on prend la base, c'est-à-dire ce qui a été mis en place historiquement d'un point de vue de la loi du Code de santé publique, nos données nous appartiennent. Hein, point. Et c'est terminé. Et il y a le privé et la confidentialité des informations. Tout ça est remanié. Et maintenant, c'est obligation de partager les données. Donc, vous voyez la corrélation par rapport à ce que je disais avant. C'est un élément important et il y a des mesures incitatives. Donc, on développe, on appuie les éditeurs de logiciels, les financements des établissements de santé, les projets de santé, mais il y a aussi des mesures coercitives. Donc, voilà. Alors, sans rentrer trop dans le détail, l'hébergement des données de santé, c'est un piège à consentement. Et effectivement, on passe de quelque chose de personnel en dossier médical à un dossier médical partagé. Et au bout du compte, on ne sait pas partager avec qui, pourquoi, à quel niveau. Ça devient très, très compliqué. Et en fait, le consentement express de la personne concernée par l'hébergement des données, quel qu'en soit le support, est devenu personne prise en charge. C'est devenu une personne qui est prise en charge et qui a été dûment informée. C'est-à-dire qu'en fait, si on se résume, il faut nous demander notre avis. Maintenant, il n'y a plus besoin de nous donner, de nous demander notre consentement pour qu'on partage nos données. On obtient le consentement à partir du moment où vous avez été informé. C'est quand même terrible quand on regarde ça. Et il faut regarder de près aussi tous ces éditeurs, ces structures qui gèrent la data, ces éditeurs de logiciels. Il faut aller y regarder qui a ça, qui est actionnaire de ça, quels sont les liens. Et sûr qu'on peut, en creusant pour ceux qui l'ont fait ou qui souhaitent le faire, voir que tout ça n'est pas neutre. Ça peut être ailleurs comme ça, mais on regarde à qui appartient cette société, qui est actionnaire, qui a été financé ou qui a été racheté, absorbé, etc. Et on revoit sur Synéo ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des structures qui fusion-acquisition.
C'est indépendant peut-être à un moment donné, mais à un moment donné, c'est racheté, peut-être très cher et absorbé. Et tout ça est utilisé. Donc tout ça n'est plus neutre. On ne nous demande plus notre avis, mais dès que vous êtes informé, ben, en fait, c'est l'open bar, on peut y aller. Et donc tout ça correspond à une espèce de tour de passe-passe sémantique dont la portée législative et juridique est majeure. Ce n'est pas neutre. Et donc, vous verrez dans les pages 80, vous avancerez par rapport à ça. Alors, les traits importants, quand on regarde l'hébergement des données de santé, il y a une agence, en fait, qui a été la CIP, qui est une agence bien particulière au départ et qui gérait les données de santé, est devenue l'ANS, l'agence numérique de santé. Donc tout ça, on regarde, hein, il y a un numéro de SIRET. Dès qu'une structure elle est organisée, on est tout de suite dans un cadre d'entreprise. Donc tout ça, un numéro de sirène, SIRET, etc. Donc tout ça n'est pas neutre. Et d'entrée, donc ça, l'Agence nationale du numérique de santé, bah, en fait, elle est devenue, historiquement, c'était la CIP, elle est devenue ANS le 20 décembre 2019. Et c'est un GIP, pareil. GIP, groupement d'intérêt public, public-privé. C'est là où on fait rentrer à un moment donné le Health Data Hub, c'est là où il y a une loi qui crée le Health Data Hub. Et selon les circonstances, les utilisateurs habilités à gérer les données pourront endosser la casquette soit d'un partenaire qui est responsable des données, soit d'un utilisateur projet. Et c'est eux qui vont gérer les données, la data, notamment en santé, peut-être pas que ça, parce qu'il y a quand même de l'identité, sur les plateformes technologiques. Donc, vous voyez, tout ça, et c'est pas obscur. Enfin, si, c'est obscur, mais c'est facile à comprendre en réalité. Vous voyez, ces casquettes de je suis un responsable de données, je suis un utilisateur de projet. Dès que vous entendez projet, dès que vous entendez alerte, 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 tout ça n'est pas évident. Et pourquoi? Ben parce que la construction par une alimentation régulière d'un catalogue, d'une plateforme, donc d'une alimentation de données, ça s'élargit de plus en plus. Et quand on regarde le système national des données de santé, parce qu'il y a toujours des systèmes et des structures qui se mettent en place, eh ben, ça gère quoi? Ça gère de la donnée médico-administrative, de la donnée des registres. Je passerai sur ce que c'est. Si, un registre médical, ce sont des documents qu'un employeur, en fait, c'est les entreprises. Les registres, c'est les entreprises. Les entreprises doivent tenir un registre dans leurs entreprises en lien avec leurs salariés et leurs collaborateurs. Et pour les accidents de travail, pour un certain nombre de choses, ben en fait, ils sont obligés de les communiquer. En tout cas, la législation, la réglementation leur a mis en place ces éléments-là. Donc, le système national de données en France, de données de santé, hein, eh bien, c'est des données médico-administratives, des données de registre, donc on est sur de l'entreprise, donc des collaborateurs, des salariés, des cohortes de recherche, donc on est sur des études cliniques, des codes de recherche. Normalement, tout ça est anonymisé, mais bon, voilà, ça donne de la data. Et aussi des données hospitalières. Et là, c'est une petite liste. Hein. Donc, creuser, il y a de la définition sur du registre médical, c'est lié à l'entreprise, il y a effectivement pas mal d'éléments et vous retrouverez un mot que chacun doit en entendre parler dès qu'on commence à vieillir, c'est la CARSAT. Voilà. Bon, bah, vous regardez CARSAT, ce que ça signifie, c'est en lien avec la médecine du travail, c'est en lien avec aussi le calcul, les recherches, enfin des points liés, des cotisations, des points qui sont liés à une retraite, entre guillemets, potentielle si on arrive à aller à la retraite, etc. Chaque citoyen peut interroger sur la gouvernance, les risques et notamment l'éthique en rapport avec la mise en place d'un Health Data Hub, d'accord, en lien avec ce plan qui a été lancé en mars 2018 et qui concerne l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que Villani, Monsieur Villani, le médaillé Field et le président à un moment donné de l'OPESC, office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, a fait un bouquin là-dessus, Making Sense of Artificial Intelligence. Et ça a été publié en mars 2018. On retrouve toujours un peu les mêmes personnes, hein, rien n'est neutre. Mais vous vous rendez compte, ils se retrouvent président de l'OPESC, là où Christine et d'autres, et plein de gens, il faut regarder, ils en font partie, ont été audités, c'est-à-dire au départ, ça devait être une commission d'enquête et tout a été transformé par le biais qu'on avait déjà expliqué sur lequel on ne reviendra pas. Donc voilà. Pourquoi c'est un élément intéressant par rapport à l'argent, notre argent qui est investi dans ces domaines-là
le numérique sous couvert d'une meilleure gestion, d'une amélioration, et concrètement, chacun pourra en tirer les conclusions qu'il veut, c'est que le marché mondial de la data, les infrastructures services dans ce qu'on appelle le cloud, voilà, hein, ces plateformes avec des données qui nous échappent, mais qui sont aspirées, qui vont quelque part et qui sont gérées par l'intelligence artificielle, c'est près de 40 milliards de dollars en 2020. 40 milliards de dollars, les chiffres sont vertigineux, hein. Et on est en augmentation d'une année sur l'autre en 2020, 32%, ça prend 10% d'un trimestre à l'autre. Donc on est vraiment, vous voyez, sur de la data qui devient du business, qui est quelque chose qui est utilisé, et on ne sait pas toujours pourquoi, ou en tout cas les applications pour nous sont véritablement contraignantes et pas nécessairement, ou même quasiment plus jamais positives pour nous en termes de santé. Mais par contre, c'est un méga business. Et on retrouve dedans Amazon, Microsoft, Alphabet. Alphabet, c'est le Google, c'est le cloud de Google. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là. Alors, il avait fait un petit sur la CNIL. Je ne rentrerai pas sur, sur la CNIL. Vous pourrez lire ça tranquillement à un moment donné. Des gens ont travaillé. Bon, il y a beaucoup d'infos sur la CNIL par rapport à ça. Parce que la CNIL, justement, pour la protection des données, c'est pas neutre. Donc, il ne faut pas penser que la CNIL n'est pas partie prenante du dispositif sur lequel on doit regarder, sur lequel on peut émettre plus que des doutes sur la pertinence, l'intérêt, la neutralité, voire l'intérêt général par rapport à ça. Et je sais que Nico Bianic a beaucoup travaillé sur ces éléments-là. Donc, via VK et autres, vous pourrez, en cherchant bien, trouver vraiment de l'information en détail. Mais il y en a là aux alentours de la page 80-90 dans ce dossier, et ça pourra vous aider effectivement à pouvoir avancer. Je voilà, donc tout ce qui est sur la CNIL, et c'est pour ça que j'avais mis au départ qu'effectivement, on parle d'interopérabilité, on parle de traçage, on parle de la mise en place de partenariats, on vous parle d'un enregistrement systématique, d'un catalogue de data qui en permanence est enregistré, mais on va dire depuis la Sécu, la carte vitale et tous les éléments qu'on a évoqués, ça fait des décennies qu'en France, c'est inégalé. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire avec une somme de data comme ça. La santé, c'est un cheval de Troie, c'est une structure qui permet comment dire, de pouvoir faire du prédictif et du projectif. Mais comme il n'y a pas que de la santé dedans quand on commence à creuser, et quand on peut coupler avec toutes les infos qu'on peut avoir sur les gens au niveau des réseaux sociaux, ce qu'ils mangent, ce qu'ils aiment, les photos qu'ils mettent, etc. Et donc, on arrive à ce que tu disais, ce qui était évoqué, et que tout le monde a conscience aujourd'hui, cette fameuse identité numérique sur lequel on veut notre scan rétinien, etc. C'est-à-dire une espèce d'avatar. Et là, on est dans la dématérialisation. On n'est plus sur le vivant. On explique depuis le début à travers nos dossiers que, effectivement, mais alors pourquoi tout ça? C'est la guerre totale contre le vivant. Et c'est pas hier que ça a commencé. Et le vivant, c'est pas que l'être humain. C'est tout ce qui vit dans la fractale, du micro au macro, dans l'eau, dans l'air, enfin dans les 5 éléments. 4 éléments fondamentaux plus l'énergétique. C'est assez simple à comprendre en fait. Et on ne veut pas que les gens intègrent ces éléments-là. Et c'est pour ça que ce qu'on avait vu avant, le côté complotiste, etc., etc., mais qui ne s'applique pas au lancement d'alerte et qui est sanctionnable si jamais on nous l'applique, parce que là, on est sur des faits documentés, on est sur des éléments de réalité, et ça, c'est aussi ce qui nous permet d'être protégés par rapport à ça. Donc, dans ces dossiers, vous n'avez que des éléments de réalité. Ça ne fait pas plaisir. Et nous, ça nous a fait vraiment, à un moment donné, on pleurait en découvrant tous ces éléments-là qu'on ne savait pas. Quand on commence à tirer un fil, c'est violent, quoi. Mais c'est la réalité. Voilà. Donc, on passera aussi. 92, il y a un truc qui est intéressant, mais je ne vais pas détailler. C'est si les gens ont la possibilité de regarder l'avis numéro 130 du CCNE. Donc, je rappelle, hein, Jean-François Delfrécy, triple casquette de président du CSI spécial Covid en crise sanitaire,
du conseil scientifique spécial Covid, donc qui informe les institutionnels, président du CCNE, donc le CCNE, on est sur le comité consultatif national d'éthique. Donc déjà jugé parti sur l'éthique, ça c'est bien, on peut le faire, ça il ne faut pas le faire, enfin on peut tout faire. Donc ça on en a déjà parlé. Et en même temps président de Santé mondiale France. Santé mondiale France, faites vos recherches, vous mettez Santé mondiale France, vous verrez, il y a dedans un prix Nobel de médecine, hein, qui a eu un prix Nobel de médecine avec Luc Montagnier et qui fait partie de Santé mondiale 2000 France. C'est ce qu'on appelle les fameux think tanks, les think tanks, le char d'assaut de la pensée. Et dedans, vous retrouvez énormément de gens. Donc, Monsieur Delfrécy, il a cette triple casquette. J'avais rappelé d'ailleurs en discutant vraiment là où il est, je pense à lui, à Stéphane Gaillet. Il connaissait pour le conseil scientifique Covid, il connaissait la présidence pour le CCNE, puisque c'est un décret hein, fait par Macron, renouvelé X fois, etc. Mais il ne savait pas que Jean-François Delfrécy a été aussi président de ce think tank incommensurable qui fait du lobbying et qui est tentaculaire. Donc on est sur de l'internationalisme, hein, en termes de puissance de lobbying, et ben voilà, il est aussi président de ça. Donc là, normalement, c'est pas possible ça. Si on veut avoir une information indépendante, objective, sur des principes de réalité objective, c'est pas possible. On peut pas. Là, on est dans des conflits, des liens d'intérêt. Donc normalement, c'est non quoi. C'est non. Ça peut pas être ces personnes-là. Et pourtant, c'est comme ça. Donc, page 92, vous verrez, il y a Stabilo Bossé dans la table des matières, dans l'avis numéro 130 du CCNE. L'info, c'est intéressant, hein, c'est en 2019. Données massives en santé, une nouvelle approche des enjeux éthiques. Ah, ça fait frémir. Hein. Une nouvelle approche des enjeux éthiques. Comme si on ne savait pas ce qui était éthique et ce qui ne devait surtout pas l'être, quoi. Et là, tout ça a été transformé. Vous retrouverez des mots qui obligent, rupture, voilà, vous trouverez énormément de choses. Bref, on passe, y compris le consentement. Voilà, vous verrez tous ces éléments-là. Donc, la question du consentement est vraiment, en termes de droit, quelque chose de fondamental. Et par les données massives, en fait, c'est inscrit dans cet avis, hein, c'est marqué dedans, hein, dans les pages 5 et 6 de l'avis 130 du CCNE. Par données massives, en fait, les seuls outils du numérique qui allient les algorithmes en fait, à la puissance de calcul des ordinateurs qui permettent de traiter cette grande base de données. En fait. Et seule une machine, non plus un humain, est capable d'assurer la collecte, vous vous rendez compte, la conservation et l'analyse. Donc celle-ci se caractérise principalement par trois propriétés: leur pérennité, genre gravé dans le marbre. Hein. Une fois que c'est dispatché, hop, c'est pour toujours. D'accord. Leur diffusion dans le temps et l'espace. Alors là, c'est intéressant parce que dès qu'on commence à faire intervenir le temps et l'espace, moi, je ne rentre pas sur le quantique quantum, mais on ne va pas perdre de temps là-dessus, même si c'est super intéressant. On est sur quelque chose qui dépasse, vous voyez, les simples informations de santé ou de comment je m'appelle ou qui est mon médecin ou le médicament que je prends. Hein. On parle vraiment là de pérennisation dans le temps et dans l'espace. Donc, ça commence déjà un peu à faire frémir. Et on parle aussi de génération de données secondaires. C'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée, un cheval de Troie sur, globalement, on va dire, la carte vitale 1, les premières données, mais dès qu'on arrive à la carte vitale 2, au dossier médical personnel qui devient partagé avec l'obligation et les plateformes et tout ce qu'on a exprimé, en tout cas que j'ai essayé d'exprimer le plus simplement possible jusqu'à maintenant, eh bien, il y a une génération de données secondaires. Et dans ces générations de données secondaires, qu'est-ce qu'on arrive à la fin? Un fait que ces données sont des matériaux, un matériel exploitable bien au-delà des finalités du recueil initial. Je répète, tous ces éléments que je viens de citer et qui sont inscrits dans la page 5 et 6 de l'avis numéro 130 du CCNE, d'accord, liés aux données massives, on est en page 94, eh bien, c'est pérenne, ça peut être copié, réutilisé indéfiniment. C'est une diffusion dans le temps et l'espace qui permet le partage rapide sans aucune distinction de frontières. Et c'est une génération, et ça touche aussi une génération de données secondaires, c'est-à-dire des nouvelles informations qui sont captées, obtenues par différentes façons, traitement, croisement des données initiales avec d'autres sources. Google, Amazon, les sources bancaires, les réseaux,
pas croire, tout ça est connecté. Et là, vous comprenez, le data hub, ce nœud de données qui ne correspond pas que simplement à de la santé, mais sur des plateformes sur lesquelles il y a une implémentation. Bien sûr que ça fait longtemps qu'on a des intelligences artificielles qui font ça, et qui font ça dans une échelle de 0 à 10, ce dont on nous met à disposition, qui est certainement très, très important. On est peut-être à 2, à 3, mais ce qui tourne est déjà à 8, à 9, peut-être à 10. On sous-estime le niveau technologique qui a déjà été développé. Mais ça, on pourra, d'autres pourront en parler à un moment donné. On a l'impression que on est au sommet là, mais en fait, on joue encore avec la roue, vous savez, la roue qu'on fait tourner avec un bâton, malgré avec avec nos téléphones portables, et ben c'est la roue que les gamins faisaient tourner avec un bâton, ils couraient, ils s'amusaient à ça. Donc voilà, donc vous vous rendez compte, matériel exploitable bien au-delà des finalités du recueil initial. C'est quoi les finalités? Bon, allez, on passe. Donc, on avance. Et donc voilà, ça veut dire quoi? Les données de santé ne se limitent plus à une seule donnée personnelle recueillie dans le cadre d'une prise en charge médicale. C'est plus ça. Donc, il faut avoir une réflexion éthique qui doit prendre en compte le fait qu'il y a des innovations, mais des innovations, et c'est ça l'idée du CCNE, c'est on a des innovations qui peuvent ne pas avoir pour finalité le soin. Ben, il faut englober le package. Donc, on vous dit au départ, on vous vend le bébé en disant, ben là, c'est pour améliorer la prise en charge, le système de soins, le dispositif, avec votre médecin, avec le pharmacien, avec l'hôpital, on fait des études cliniques, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, à un moment donné, le conseil d'éthique donne son avis et vous dit, non, 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 c'est pas que l'info médicale, ça se connecte avec d'autres data. Et en même temps, quand on fait certaines innovations, alors il faut regarder les innovations, on a déjà expliqué que on est passé dire de la pharmacopée des plantes, là on est à de la nano-biopharmaceutique, de la nano-biotechnologie avec les ARN messagers. Donc les innovations, et ben ouais, peut-être pas, alors, je dis pas, voilà, qui peuvent ne pas avoir de finalité le soin. Alors ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on voit le développement des drones, on voit la guerre non conventionnelle, comme l'avait dit déjà Virginie. On est à un niveau là où, oui, les enjeux sont majeurs. C'est pas pour rien que certains nous parlent et ont envie de nous faire peur avec vous voyez, le nucléaire, la Troisième Guerre mondiale, etc., etc. C'est pas nous c'est pas les gens, c'est pas le vivant qui veut ça. Hein. C'est l'inverse. Inversion, obligé de dire, et toujours la même histoire, toujours la guerre. Et là, on est à un niveau où on est au niveau technologique, même même si ce qui est disponible est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Dès qu'on commence à un moment donné à faire des bombes atomiques, on les a testées. Hein. Mais là, maintenant, on est sur des guerres non conventionnelles avec des drones. Donc, c'est encore un autre truc. On avance et donc, les dossiers primaires peuvent contribuer à la création d'une information concernant la santé, mais en même temps, ne se limitent plus aux données de santé personnelles recueillies dans un cadre de prise en charge médicale. Donc, il y a des avis, il y a des recommandations, et ils disent, dans le CCNE, on ne fera pas de pause. On continuera, ça ne s'arrêtera pas. D'accord? Et la finalité du soin n'est pas et n'est plus un fait à prendre en compte dans la réflexion éthique. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, on parle d'éthique, de bioéthique, et on vous dit la finalité du soin en termes d'éthique? Ben non, c'est plus le sujet. Dans les données massives de santé. Non, non, ça fait peur quand même. Hein. Donc, bien sûr que la question du consentement des patients, elle est globalisée pour passer du traitement à un consentement d'une personne. Et c'est en quoi et pourquoi la question du consentement est un sujet capital qu'il ne faut pas lâcher. Revenir à un consentement, on ne donne pas notre avis, eh bien, ça ferme la porte. C'est pas si vous ne vous exprimez pas, eh ben oui, c'est l'open bar. Et ça, c'est ce qu'ils ont devenu. Il faut revenir à la base. On n'est pas d'accord. C'est non dès le départ. Si on n'a pas notre oui écrit, eh ben, ça ne le fait pas. Et son application législative et juridique, elle est essentielle, la question du consentement. Et ça, c'est essentiel, pas simplement pour la protection des données, mais pour la protection des personnes. Et ça, c'est non négociable. Non négociable. Donc après, il y a tout un chapitre sur la sémantique, la dialectique. Je ne vais pas rentrer là-dedans. On va rester vraiment sur ces éléments, je dirais, liés à la santé, mais vous retrouverez véritablement ce qu'il en est. Il y a des définitions. Tout ça est important. Il y a aussi cette articulation entre la méthode, l'art du discours, qui est historique depuis l'Antiquité, a aussi l'art de convaincre l'autre. Donc il y a à la fois une méthode
qui est, quand on parle de sémantique, les définitions, mais tout ce qui est rhétorique dialectique, vous verrez tout ça. Et on voit bien que le langage politique, il est dans ce sens-là, c'est-à-dire on vous donne, on discute, on dialogue, donc on a une méthode d'échange, on discute, mais en même temps, derrière, il y a la volonté de la persuasion. Et Schopenhauer a bien défini ces éléments-là en termes de, et ça s'appelle la dialectique héristique. Donc, si ça intéresse les personnes, vous pourrez voir aux alentours des pages 100, 101, 102, 103. Il y a plein mal de définitions sur ces éléments-là. Toujours intéressant parce que c'est la base. Et c'est vrai qu'avec Nicolas, l'avantage, c'est que comme tu as un gros foncier littéraire, faut savoir de quoi on parle. Un même mot a plusieurs, en fonction des contextes, plusieurs définitions. Et quand on nous écrit un texte de loi, un texte juridique ou un texte quelconque, là, on voit bien que amorcer quelque chose, c'est pas neutre comme mot. On peut l'entendre de différentes façons. Et c'est pas interprétatif, c'est juste une histoire de quoi on parle. Donc, il faut toujours demander de quoi on parle pour être sûr que ça soit pas un langage de sourd. Et il y a des méthodes depuis l'Antiquité sur lesquelles oui, il y a des gens qui ont des qualités oratoires et qui vont nous faire prendre des vessies pour des lanternes ou nous dire que l'alliance de la carpe et du lapin, c'est super pour notre intérêt. Mais les faits démontrent tout l'inverse. Donc, dès qu'on a une grille de lecture par rapport à ça, chaque individu aujourd'hui est en capacité de ne plus se laisser piéger par le blabla dialectique, héristique, c'est-à-dire on vous fait croire des choses qui ne sont pas la réalité. Et on vous demande d'y croire pour avoir votre consentement. Aujourd'hui, le consentement, on ne l'a plus en fait, factuellement. C'est fini, c'est a posteriori. Donc Schopenhauer appelle ça l'artifice, l'art d'avoir toujours raison. Et donc, quand on parle de l'éthique et de dire qu'effectivement la finalité du soin avec les innovations, maintenant, c'est plus un sujet d'éthique, ça fait frémir, hein, ça fait frémir. Donc, il faut y regarder effectivement de manière précise là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais aussi rentrer. On trouvera aussi des idées et des définitions qui sont importantes, pareil dans le côté dans la rubrique sémantique dialectique, la dialectique sémantique, le retour à la vie, avant d'aller rapidement sur la trahison du consentement dans le soin. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'individus, d'informations, excusez-moi, et on voit bien que dans les avis du CCNE, donc on va dire des fois-ci pour faire simple, le consentement libre et éclairé est devenu une notion et qu'il est associé à un exigé a priori. Donc, c'est plus un droit de base fondamental qui était préservé, c'est une notion. Donc, déjà, c'est plus la même chose, hein, c'est plus un droit, et c'est a priori. C'est pas obligatoire et systématique. Donc, il y a plus de. Les pare-feux ont été comment dire, détruits. Donc, vous verrez tout ce qui est licéité, l'importance des clauses, des actes de loi, l'importance de la conformité à la loi, du légal, du respect, du réglementaire, des conventionnels, des contrats. Vous verrez aussi la subordination. Hein. Il y a subordination, ça veut dire obéissance. Hein. Donc, ça veut dire aussi assujettissement. Donc, tout ça, c'est un élément important et que, effectivement, cette relation de dépendance qui lie des écrits, des propositions à une autre, eh bien, ça permet effectivement de jouer avec les mots. Donc, il faut être très, 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 très attentif par rapport à ça. Quand des comités, des groupes émettent des avis, des recommandations, des choses comme ça, si on regarde de manière précise, on se rend compte que je ne sais plus qui m'avait dit ça. Je m'avais dit, entre guillemets, ça sent pas bon. Hein. Je dirais même, ça sent très mauvais. Donc voilà. Voilà l'idée qu'on peut. Alors, on va rentrer, mais très très rapidement, sur le côté, pour terminer, la trahison du consentement. Ce que j'ai envie de mettre en avant à travers les dossiers, l'évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin. Ça, c'est le fameux avis 136. Ça a été adopté à l'unanimité en 2021. Donc, vous verrez, l'unanimité, ça veut dire tout le monde. Hein. Il n'y a pas d'abstention, c'est 100% de gens ont validé ça. Il y a une table de matière, vous retrouverez comme dans la table de matière des choses qui ont été surlignées en rouge et en jaune. Et vous voyez, genre, dépasser la conception traditionnelle binaire du consentement. Rechercher l'assentiment lorsque le consentement n'est plus tout à fait possible. Considérer le consentement comme un processus évolutif. Et le consentement à l'utilisation des données.
Donc tout ça alimente le fait que si le consentement bénéficie d'un cadre juridique clair qui le consacre en tant que droit et liberté fondamentale pour toute personne, quel que soit le contexte, qu'il soit chez lui, à domicile, en hôpital ou en établissement médico-social, ou sur le terrain ou dans le quotidien, l'effectivité du recueil du consentement éclairé est souvent interrogée et aujourd'hui, ça a été balayé. Donc ce droit, cette liberté fondamentale, on peut le dire, ça n'existe plus tant qu'on ne le remet pas à l'endroit. Donc, c'est toujours possible de remettre les choses à l'endroit. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Donc, je rappelle, oui, le recueil initial, le côté binaire, oui et non, tout ça, ça a été balayé. Donc maintenant, il suffit simplement, et j'en ai eu la confirmation, d'avoir chez son médecin un logiciel et un clignement d'œil, on se gratte l'oreille, on coche une case sur un logiciel et en fait, on estime qu'on a validé le consentement libre et éclairé de la personne. C'est ce qui s'est fait hein, pendant la crise Covid et toutes les campagnes d'injection. C'est ce qui a été utilisé. Alors qu'en fait, il faut que ça soit le consentement, c'est quelque chose de bien précis, d'écrit, qui doit être signé. C'est un document dont on doit avoir la possibilité de lire les tenants, les aboutissants, dont on doit valider par écrit l'accord et on peut se rétracter même si on a signé. Là, maintenant, c'est un logiciel. On fait une croix, une coche, et hop, c'est bon. Vous vous rendez compte quand même où on en est venu? C'est quand même incroyable. Et là, tu peux aller en page 114. En page 114, on voit la disparition de la loi Urier-Serunkla. C'est la fin de la déclaration d'Helsinki. Et ça, c'est important. Parce que c'est après les camps nazis, après effectivement tout ce qui a été mis en place, les procès, les lois, on est arrivé effectivement à la loi Urier-Serunkla qui garantit hein, de manière obligatoire la protection des données et des individus et des personnes qui se prêtent à des études de recherche clinique. On doit les informer par écrit, d'accord, la nécessité de recueillir leur consentement écrit et l'obligation de couvrir les risques liés à la recherche par un contrat d'assurance spécifique. Tout projet de recherche clinique impose la constitution d'un dossier et sa soumission à l'avis d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale, donc c'est une structure, ok, et le projet doit comporter un promoteur, un investigateur principal, tout ça est codifié, mais il faut que ça soit écrit, que la personne puisse lire et écrit et prendre le temps de connaître les tenants, les aboutissants, et d'avoir un document écrit signé. Donc, avant de le signer, elle récupère le document, elle en prend connaissance, et si elle est d'accord, elle le signe et le renvoie. Et elle peut se rétracter à tout moment. C'est ça que ça veut dire. Donc, cette loi-là, Urier-Seruskla, ça cadrait les études cliniques avec le consentement libre et éclairé tel que c'était dans les bonnes pratiques. Et c'est ça qu'a aussi dénoncé Christine. Et les médecins, ils sont obligés de savoir ça. À l'hôpital, les INSERM, tous les gens qui travaillent dans les structures, les CRO, les INSERM, les laboratoires, tout le monde sait ça. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le départ, c'était justement pour fermer, pour anéantir les expérimentations des nazis durant la Deuxième Guerre. Il y a eu Nuremberg, il y a eu Helsinki, il y a eu pas mal de choses quand même. Donc, ça a été quand même mis en place aussi, voilà, dans ce cadre-là. Et pour vous dire, la loi Urier-Seruskla, numéro 88-1138 du 20 décembre 1988, relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale. Donc, c'est le premier texte législatif français en matière de recherche biomédicale. Avant ce texte, les médecins et les chercheurs qui s'adonnaient à la recherche opéraient à la lisière de l'illégalité. Il faut revenir à ça. Et dans le cadre de la santé, nul ne peut ignorer cet élément-là. Donc, vous voyez la grille de lecture qui se met en place quand on vous raconte des histoires, qu'on vous raconte du blabla, qu'on vous dit ci, qu'on vous dit ça. Vous voyez, tout ça. Mais ça a été transformé, puisqu'en fait, le consentement, et on en parle, voilà. Et donc, l'a priori initial ou le préalable, qui est prévu dans les textes de loi au départ concernant le consentement libre et éclairé, est devenu en 2022 un a posteriori, que chacun doit bien l'identifier. Voilà, terminé.
Et donc, avec le comité consultatif national d'éthique, là, pour le consentement dans le soin, vous verrez en page 116, on est toujours sur un autre avis qui est l'avis 136. J'ai lu pas mal d'avis de l'archivé, j'en ai lu pas mal. Mais ces deux-là, le 130, 136, le 134, est intéressant aussi. Mais bon, voilà, je vous fais grâce de ça. Qu'est-ce qu'on voit? On parle de postulat. Donc, les définitions qui sont importantes, c'est l'idée d'un postulat. Donc, la définition d'un postulat, c'est une proposition que l'on demande d'admettre avant un raisonnement que l'on ne peut démontrer et qui ne saurait être mis en doute. Donc, bien souvent, dans des textes, des commissions et des éléments où on part d'un postulat. Donc, vous voyez déjà, bon, mais ça peut aller un petit peu plus loin, parce qu'on peut aussi aller sur. Alors, une autre définition que vous retrouverez en termes de la logique du postulat, les prémices tenues pour vraies, bien qu'elles ne soient ni évidentes ni susceptibles d'être démontrées. Donc, dès qu'on vous parle de postulat, de dire, bon, on ne sait pas sur quoi on va, hein, mais il faut un point de départ. Et ça, on est en termes de logique. Et puis, il y a les axiomes. Et les axiomes, c'est quelque chose qui, par définition, et c'est très mathématique, les mathématiciens pourront vraiment. En fait, c'est une évidence qui ne peut pas être mise en doute. Donc, entre postulat et axiome, on a des avis. Donc, c'est une façon de penser. Voilà, l'avis du CCNE, c'est une façon de penser. Ça peut être aussi un jugement ou une opinion ou un point de vue. Mais bon, voilà, voilà. On a des recommandations. Donc, alors moi, j'aime bien recommandation, page 118, un acte par lequel, au Moyen-Âge, un homme faible, le recommandé, se mettait sous l'autorité et la protection d'un homme puissant. Cette coutume fut à l'origine des liens de vassalité. Vous voyez, la recommandation, ce n'est pas un phénomène nouveau, hein. Au Moyen-Âge, on devenait le vassal de quelqu'un, on se mettait sous la protection de. Ah, on n'est plus libre, hein, vraiment, hein, par rapport à ça. Et dans les recommandations, les industries, quelles qu'elles soient, en fait, elles ne peuvent pas fonctionner correctement sans qu'il y ait des normes qui garantissent que tout ce qu'elles font sont interopérables, ça fonctionne. On peut aller d'un système à un autre et tout peut être compatible. Et donc, il y a des organismes qui sont créés pour promulguer des recommandations et qui deviennent des normes et des standards. Donc, là aussi, non seulement la recommandation, c'est je me mets sous la protection d'un plus fort parce qu'on m'embête, voilà, ou j'ai peur pour moi ou ma famille, ou voilà, peu importe. Mais d'un point de vue industriel, l'objectif des recommandations, c'est de créer des textes, en fait, donc des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, puisque le synonyme de recommandation, c'est appui. Ça peut être aussi directive, voilà, pour aboutir à des normes et des standards, et pour que les choses fonctionnent, parce que le monde industriel, il ne peut pas marcher sans ça. Donc une recommandation, ce n'est malgré tout qu'une information incitative. Mais par contre, dans le domaine industriel, une recommandation, c'est l'équivalent d'une règle technique et d'un ensemble de règles, voilà, bon, a priori sans caractère obligatoire ou contraignant, parce que normalement, une recommandation, c'est pas une obligation. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est il y a deux postulats du Conseil constitutionnel, non, du Comité consultatif national d'éthique, pardon, toujours ce fameux Delfrécy. Le premier postulat, même s'il y est peut-être plus, hein, mais à l'époque, il y a beaucoup sévi en tant que président, il n'y est peut-être plus au moment où j'en parle. Le premier postulat, c'est les enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin ont évolué pour plusieurs raisons majeures. Donc le mot éclairé a disparu au profit d'un consentement dans le soin global, donc une formulation générique. Le cadre de départ dont il s'agit, concernant le consentement éclairé, n'était pas clairement précisé, ce qui laisse la libre pensée au lecteur et un cadre flou sans contour, défini au préalable pour un espèce de discours du CCNE. Mais bon, la région majeure qui est mise en avant, c'est quand même le développement de nouvelles techniques médicales, le dépistage, l'analyse, le diagnostic. Donc, il faut vraiment être attentif sur, dès qu'on parle de traitement, il y a traitement médical, mais il y a traitement des données. Voilà, donc ce n'est pas la même chose, hein. Et l'énoncé de la finalité du consentement, de sa portée, de l'horizon médical, les éléments entre guillemets, c'est des choses qu'on trouve dans les avis du CCNE, qu'il induit, peuvent être attachés à un traitement qui n'a plus rien à voir avec un traitement médical, que ce soit un médicament, un produit de contraste ou équivalent, donc en fait une solution thérapeutique, mais un traitement qui a plus à voir avec ce qu'on a vu, c'est-à-dire le big data, le traitement par l'intelligence artificielle des grandes données, des données massives. Donc déjà dans le CCNE, vous voyez, un premier postulat, donc
comme je disais, le postulat, c'est-à-dire les prémices tenues pour vraies, bien qu'elles ne soient ni évidentes ni susceptibles d'être démontrées. Bon, hein, gardons ça en tête. Le deuxième postulat, c'est la finalité du consentement, sa portée, l'horizon médical qu'il introduit sont de plus en plus complexes. Donc, deuxième postulat, ça devient de plus en plus complexe. OK. Bah, en fait, au bout du compte, c'est tout ça qui justifie le fait que, même s'il y a eu un principe de précaution, bah, on peut se demander s'il existe toujours, qu'un avis ne reste qu'un avis et qu'avec un principe de précaution, parfois, il est vraiment nécessaire de ne pas se précipiter. Mais que le côté binaire, non binaire, et là, je le dirais dans le sens du consentement et pas dans un autre sens, c'est-à-dire un oui, c'est oui, un non, c'est non. Est-ce que je veux que mes données soient aspirées? Est-ce que je veux que ma confidentialité de toutes les données holistiques qui m'appartiennent et qui ne sont pas que les données médicales, mais qui sont liées à moi en tant qu'individu, en tant qu'être humain? Donc, c'est mes coordonnées, ce que je fais, ce que je mange, ce que je regarde. Est-ce que ça, je veux que ça soit aspiré? Ben non, c'est assez simple à comprendre. Mais là, on n'en est plus là. Donc, ce côté oui et non est un élément fondamental. Et c'est pour ça que la loi de protection pour les études cliniques a été abrogée, modifiée, et qu'on n'est plus protégé au niveau de la santé. Si on n'est plus protégé au niveau des données médicales, autant vous dire que ça fait longtemps qu'avec les réseaux sociaux, on ne l'est plus. Ça fait longtemps, longtemps. Et donc, on a laissé faire. On est responsable. Il y a des coupables, mais on est responsable d'avoir laissé faire ce dispositif-là. Donc, c'est pas bien de dire, comme j'ai entendu, mais c'est pas, ça peut être juste de dire est-ce qu'on a la France, poser la question, est-ce qu'on a la France qu'on mérite? Mais ça peut changer une fois qu'on a la grille de lecture et l'information. Donc, voilà, parce qu'on est dans des rapports humains, parce qu'effectivement, on a ces éléments d'information. Donc, ben voilà, le constat, ouais, le constat, un des constats finaux, c'est que l'individu, en fait, il n'a plus le droit de décider pour lui-même. Donc ça devient relativement clair et que à travers ce comité consultatif national d'éthique, voilà, ben, on exprime vraiment des cibles principales intrinsèques. Dans ce contexte de grande complexité, le CCNE a souhaité aborder le consentement en dépassant le concept traditionnel d'un consentement oui ou non. Le consentement doit être considéré comme un processus évolutif et dynamique. Il ne se donne pas une fois pour toutes, mais s'élabore et peut évoluer dans le cadre d'une relation fondée sur une confiance réciproque. Il s'adapte au gré du cheminement de la personne, de l'évolution de ses choix, de son état de santé et peut se concrétiser par un refus qu'il faut respecter. Alors, je le dis de façon un peu caricaturale, mais pourquoi je le dis de façon caricaturale? Pour un peu marquer les esprits. Parce que, vous vous rendez compte, hein, on parle de contexte d'une grande complexité. Le monde peut être compliqué, il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas nous dire que c'est nous qui avons complexifié le monde. Non, non, il est complexifié pour que on n'ait plus le recours aux valeurs traditionnelles, au bon sens paysan, à des choses qui sont évidentes, c'est-à-dire créer de la confusion, créer du chaos, alors que si on revient à la logique, à des choses de base, eh bien, ce que l'on voit avec la grille de lecture qu'on alimente là et que chaque individu est en capacité de mettre en place, eh ben, quand vous avez un nez rouge sur la figure, vous voyez qu'il y a un nez rouge, c'est une évidence. Vous n'allez pas vous dire, le monsieur, il a un bouton. Non, non, c'est un clown qui a un nez rouge. Ben, vous le voyez, quoi, en fait. Et c'est tout ce qui se passe dans ce flux informationnel où on vous raconte tout et n'importe quoi. Un jour, c'est blanc, un jour, c'est noir. Faut aller, on fait un pas en avant, un pas en arrière. On a le droit de faire des choses, des autos, on signe pour sortir. On est dans un réchauffement et maintenant, c'est un dérèglement climatique. Blablabla, blablabla. Bla, 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 alors que tout est factuel et documenté d'un point de vue sourcé, comme quoi il y a énormément d'informations qui sont des aberrations. Une fois qu'on a cette grille de lecture, on ne revient plus en arrière. On est en capacité de voir le monde tel qu'il est et de l'affronter s'il y a besoin, chacun avec ce qu'il est, ce qu'il peut faire, sa confiance, les outils qu'il a et sa sphère d'influence. Et c'est surtout ça que l'adversaire ne veut pas qu'il arrive pour chaque individu. Parce que si chaque individu apporte sa pierre dans ce qu'il est capable de faire, on est un certain nombre. Hein. Là, ça devient incontrôlable.
Donc bien sûr qu'il faut réduire les individus et bien sûr que la démarche, c'est faire en sorte que les individus perdent la boule, n'arrivent plus à se retrouver, n'arrivent plus à comprendre, n'arrivent plus à fonctionner, n'arrivent plus à parler entre eux, que les jeunes aient de la défiance vis-à-vis des aînés, ne trouvent pas de boulot, les aînés doivent partir à la retraite, que les anciens ne puissent plus transmettre des éléments historiques, des éléments qu'ils ont vécus, parce que les jeunes, ils ne le savent pas. Toute cette destruction de la famille, toute cette destruction du lien, toute cette aliénation et destruction préalable de la protection civile, comme l'a dit Virginie de nombreuses fois, etc., c'est fait pour que personne n'ait cette grille de lecture. J'insiste un peu lourdement, j'en suis désolé, mais c'est des éléments qui sont importants. Donc vous trouverez effectivement, voilà, page 124, un constat et des éléments qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est des choses qui sont essentielles. Voilà un peu ce que je voulais Oui, mettre c'est en très avant. clair. C'est très clair. Puis je rappelle encore une fois la variété aussi des définitions. Parce que pour certains, en 2026, pour ceux qui sont les plus éveillés, entre guillemets, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important de faire des piqûres de rappel, surtout en ce moment où la mémoire est de plus en plus falsifiée, effacée, pas seulement au niveau humain, mais aussi au niveau numérique. Donc, c'est intéressant de pouvoir revenir sur cela. Moi, je t'avoue, hein, ça fait, il y a 2 ans, on parlait de Christine tout à l'heure. Quand j'ai reçu Christine pour la dernière fois sur Mmh, le plateau, c'était le 6 août 2024. mmh, Et l'été 2024, pour moi, était un tournant dans la manière de faire les émissions parce que c'est l'été des Jeux Olympiques de Paris, où avec la fameuse cérémonie d'ouverture, et je le rappelle, moi, mon déclic pour lire vraiment vos dossiers et m'y investir à 100%, j'ai passé 3 semaines à les lire en juillet 2024. Avec Christine, on a fait l'émission le 6 août du même été. Et elle parlait de la variole du singe, de l'Internet des objets, etc. Et voilà, donc tout était corrélé. Et 2 ans après, finalement, euh, tout ça, malheureusement, trouve son acmé, voire son paroxysme dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, les gens sont très inquiets pour septembre prochain sur la facture électronique, l'identité numérique, tout ce qui est numérique, technologique, électronique, parce qu'en fait, il n'y a plus rien d'humain. Intelligence artificielle, on met intelligence pour dire que ça fait un côté humain, mais c'est quand même plus des artifices que de l'intelligence. C'est plus de la machine que de l'humain. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'âme. Et donc, c'est intéressant à travers ce dossier-là de voir que finalement, bah, tout ce qui a été dit ces dernières années par les soi-disant complotistes se sont révélés malheureusement réels. Et vous, en tant que lanceur d'alerte, eh ben, vous avez fait le travail. Et voilà. Donc, merci. En tout cas, on est parti, nous, de notre domaine de compétences, notre domaine d'expertise et que, là aussi, dans la grille de lecture, hem, il est vraiment possible et chaque individu est en capacité comment je vais le dire? Le dire autrement. Aujourd'hui, hem, beaucoup et un plus grand nombre de ce qu'on peut croire, c'est-à-dire je pense qu'il y a une majorité des gens malgré ce qu'on peut croire. Comme avec l'entrée dans l'Union européenne. Je pense qu'il y a 55 des gens. Voilà, on nous dit, ben non, c'est minoritaire. On entend hein, sur les réseaux, les chaînes alternatives. Et là, il faut regarder ça, il faut entendre ça de manière très objective et très critique. On nous prend, même sur l'alternative, pour des cons. Ah oui, mais la majorité des gens sont encore cons, etc. etc. On a toujours le con de quelqu'un d'ailleurs, et le con, c'est très matriciel, c'est très utérus, le con, hein, si on commence à regarder dans les définitions. Donc on vient bien de la mer, on vient bien tous d'un même endroit et qui n'est pas quelque chose d'artificiel, quelque chose de vivant. Donc cette grille de lecture qui se met en place, ne plus revenir en arrière, c'est-à-dire le mensonge s'entend, la vérité s'entend aussi. Donc il faut observer. Mentir, c'est très dur, hein, parce qu'on ne sait plus ce qu'on a dit la veille ou quoi ou que ou qu'est-ce. En plus, les gens, en dehors des méthodes de PNL ou des méthodes franc-maçon, ou, je veux dire, on est imperturbable. Même quelqu'un qui est imperturbable, qui ne cligne pas des yeux, vous pouvez trouver que c'est pas normal.
C'est pas un mec normal, c'est pas un individu, un homme ou une femme normal, parce qu'un individu, il s'exprime, il a des émotions, il fait des mimiques, vous avez bien, voilà, on fait des machins, etc. Je veux dire, on se prend des fois des mots. Donc, l'individu, il est vivant, il s'entend, il vibre, il vit. Donc quelqu'un qui est imperturbable, on va se dire, est-ce que c'est pas une intelligence artificielle? Mais quelqu'un avec qui vous conversez et qui n'a pas d'odeur, n'a pas de saveur, cligne pas des yeux et a un espèce de masque comme ça, c'est pas un truc normal. Peut-être que c'est de la maîtrise, mais ce contrôle à ce niveau-là, voilà. Donc juste terminer là-dessus, c'est-à-dire la vérité s'entend, le mensonge s'entend, la vérité se voit, le mensonge se voit, et dès que vous avez cette grille de lecture, vous êtes, vous vous protégez vous-même. Vous êtes plus dans le chaos, vous êtes plus dans la confusion, vous êtes plus malmené, maltraité, déstructuré. Mais vous pouvez faire déjà prendre soin de vous de la meilleure façon et avoir des actions qui soient adaptées, des actions concrètes et pas comment dire dans la réaction émotionnelle ou quoi ou que. Donc il y a toujours un temps de digestion, il y a toujours un temps d'intégration. Mais par la suite, quand la formation elle est prise en compte, elle est comprise, ça prend du temps, elle est digérée parce que c'est pas neutre. Je veux dire, on a pris des nions quand on a fait ces travaux-là. Ça nous a tordu le ventre, ça nous a secoué le cœur. C'était vraiment, on a pleuré. C'était terrible de prendre conscience, de prendre connaissance et conscience de ça. Mais bon, voilà, on l'a fait et avec le temps, donc il faut prendre le temps de la digestion, que le corps, l'esprit, le corps, l'âme, le cœur acceptent ça. Donc il y a des choses à faire rapidement, mais il faut prendre le temps sur les choses qui nous semblent douloureuses, se faire confiance. Et après, les actions, elles sont adaptées. Et c'est pas qu'on va vous dire ce qu'il faut faire, vous saurez ce qu'il y a à faire. Donc nous, avec Virginie, on vous dit, voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous faisons, ce que nous sommes en capacité de faire, et peut-être des choses que nous ferons. Donc, on va rester sur voilà ce que nous avons fait et voilà ce que nous faisons. Et ça, chaque individu doit être en capacité pour lui-même, par lui-même. Dès qu'on commence à vous dire allez ci, allez là, faites ci, faites ça, on est dans de la norme, on est dans de l'ordonnance, je vous ordonne de, on est dans la visée de la soumission, on est dans quelque chose qui est déstructurant. Donc, s'il vous plaît, faites-vous confiance, ne revenez plus en arrière et j'espère que ça pourra vous être utile. Voilà, ce sera le mot de la fin pour Très moi. bien, bah, écoute, merci Jean-Pierre pour la présentation donc de ce dossier numéro 2, puisque c'était l'information médicale, la bioéthique, les études cliniques, une stratégie de développement au détriment des sciences de la vie. Donc dossier terminé pour cet épisode 25, et la prochaine fois, nous terminerons la série avec l'épisode 26, le dernier épisode, dossier numéro 3, la santé publique, un dogme sanitaire et une aliénation de l'individu, inclut le premier travail d'alerte dit dossier zéro sur l'exercice illégal de l'information médicale par les fonctionnaires de l'éducation nationale, septembre 2021. Donc, merci à toi en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée et à bientôt. Au revoir.